Ce soir, pour animer cette conférence, nous serons deux. Donc, Guillaume Michel, qui est le fondateur du bureau d'études du Ver dans les rouages, qui est spécialisé dans l'animation et la concertation de projets environnementaux, et moi-même, Amélie Coll, consultante à Vertigolab. On est un bureau d'études et de recherche spécialisé en économie de l'environnement, et on est basé à Bordeaux, à la Ruine, juste à côté. Et on a la chance d'accueillir trois intervenants de renom que je vais vous présenter de suite. Voilà. Donc nous avons la chance d'accueillir Gilles Boeuf. Merci d'être là. Professeur à Sorbonne Université, président du conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité et ancien président du MNHN, donc du Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Olivier Schaeffer, consultant indépendant en stratégie d'innovation pour la transition à Sermopolis et ancien directeur général de Nobatec INEFCAT qui est basé à Pessac. Et Nicolas Vernotello, architecte et fondateur de InSitu Architecture. Nous allons ensuite leur laisser la parole. Mais comme vous avez pu le voir, donc le thème de la conférence de ce soir est le suivant: la bio-inspiration, quand le vivant et la nature inspirent la recherche, l'innovation et les territoires, une opportunité pour la transition écologique. Alors, on inscrit bio-inspiration dans le titre, mais pour préciser un petit peu le contexte, on parlera ce soir de bio-inspiration, de biomimétisme, peut-être de manière un petit peu... voilà, peu importe le terme qu'on va utiliser, l'idée c'est s'inspirer du vivant pour innover, mais je laisserai Gilles Boeuf expliciter ça un petit peu plus en détail. Mais avant cela, Guillaume va vous présenter le déroulé de la soirée. Ouais, merci Amélie. Alors effectivement, je vais prendre un petit temps pour vous expliquer un peu comment on a séquencé cette soirée. Parce qu'on a souhaité faire quelque chose de progressif avec une phase qui va être tout d'abord assez descendante en mode conférence où chacun des trois intervenants aura un temps qui lui sera dédié pour voilà, vous faire un petit exposé. On leur a demandé de jouer un jeu un peu particulier, c'est qu'on va leur envoyer un petit signal 2 minutes avant la fin de leur temps respectif. Et on va leur demander d'essayer le plus possible en fait, de ne pas déborder. Pour une raison toute bête, c'est pour laisser un temps suffisant pour le débat avec la salle, puisque parfois ça mange un peu. Donc on va essayer de s'y tenir. À l'issue de ce temps, on va basculer en mode table ronde. Donc là, ça sera plutôt des regards croisés entre les différents intervenants. Mais avant ça, vous aurez la possibilité, en fait, sur les petits post-it qui vont dû vous être distribués à l'entrée, de nous faire passer des questions. Alors l'idée, en fait, c'est on ne va pas vous donner le micro tout de suite, parce que parfois le micro, en fait, certains ne sont pas à l'aise avec, donc on va essayer de mettre un peu tout le monde à niveau en vous proposant d'écrire une question, éventuellement que vous pouvez adresser à un intervenant. Et ces questions, on va les récupérer, et sur le bout de papier qui est là-bas dans le fond, moi je prendrai 5 minutes pour essayer de les regrouper, de les trier, pour derrière, en fait, pouvoir les partager de manière un peu synthétique avec les intervenants. Donc voilà, ensuite 40 minutes de table ronde, donc alimentée à la fois par vos questions et par nos propres questions à Amélie et à moi. Et puis on aura un troisième temps, alors qu'on espère beaucoup plus ouvert, plus participatif, où là on invitera même carrément nos intervenants à descendre carrément dans le public pour discuter de manière un peu plus frontale avec vous sur un thème très ouvert qui, on l'espère, sera propice au dialogue, qui est comment faire de Bordeaux une ville bio-inspirée. Alors ça pourra ouvrir sur plein de sujets, on espère que ce sera riche. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Je vais passer la parole à Gilles Boeuf pour le premier exposé. Bonsoir à tous. Donc, le thème ce soir, c'est d'observer ce qui se passe en ce moment sur cette planète. La planète, elle s'en fout, la planète, de ce qui se passe dessus. C'est les humains dessus qui ont quelques soucis. Et de se dire finalement qu'on vit deux dramatiques situations au niveau environnemental. D'un côté, l'effondrement du vivant. Je ne parle pas de crise d'extinction, ce n'est pas encore une crise d'extinction. Ce qu'on voit en ce moment, c'est un effondrement du nombre d'individus dans les populations vivantes. Et l'autre côté, c'est bien sûr le changement climatique trop rapide. Le changement climatique, on a toujours eu. Heureusement que le climat a changé sur la Terre. Sinon, on aurait une espèce dans l'océan, une fioriture, ça serait largement suffisant finalement. Il va trop vite. Et il y a un papier qui est sorti dans Nature avant-hier, jeudi matin, qui a fait beaucoup de bruit, je l'ai commenté là sur France Inter, qui nous dit en fait, après un travail australien en Nouvelle-Zélande, que les remontées du niveau de la mer, ils ont travaillé sur l'époque 3,2 millions d'années, et on ressemble beaucoup au niveau des conditions actuelles, en quantité de CO2 dans l'atmosphère, en température, à une époque où l'eau de mer a été capable de remonter de 10 mètres sur 5 siècles. 10 mètres sur 5 siècles. Et ils disent, en fait, on pourrait avoir des remontées de la mer de l'ordre de 17 mètres
À 17 mètres, Bordeaux n'existe plus. Voilà. Tous les grands crus du monde, les plus beaux crus du monde, ils sont partis, les margots, ils sont sous l'eau. Hein. Alors je ne peux pas dire que ça va se passer comme ça aussi vite que ça, mais ça veut dire que dans le dernier rapport du GIEC, qui est sorti le 25 septembre dernier, là, ils disent entre 0,6 et 1, et j'ai eu Valérie Masson ce matin, puisque justement ça m'inquiétait un peu ce travail, elle dit peut-être 2 mètres. Alors bien sûr, 2 mètres c'est très gênant, mais ce qui est beaucoup plus embêtant, c'est les conjonctions entre une grosse tempête, par exemple, à l'ouest, correspondant à une marée d'équinoxe. Et là, les 2 mètres, je vous assure qu'avec la submersion marine, l'eau de mer va se retrouver très loin. Vous rappelez-vous, Cynthia, l'île de Ré, 3 îles. Parce qu'avant, c'était 3 îles. Les humains ont fait des relations entre ces îles, et puis effectivement... Donc la question, elle est là. Alors comment aujourd'hui, nous, changer nos activités au niveau technologique? Et depuis pas mal de temps, déjà, une idée qui fait son chemin, c'est comment est-ce que la vie aurait fait dans une situation comme ça? Comment elle a fait la vie? 4 milliards d'années? On dit souvent ça avec notre amie Kalina, ça fait 4 milliards d'années de recherche et développement. Elle a failli passer à la trappe plusieurs fois. Hein. Il y a 251 millions d'années, 4% du vivant marin et terrestre survit. Ce qui veut dire qu'il y a eu des très grands problèmes, et puis c'est reparti, et puis il y a une résilience qui se produit. Donc on va voir si l'idée de s'inspirer du vivant nous permettrait de faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, juste 2 écosystèmes de ce vivant. En bas à gauche, la forêt tropicale humide. C'est l'endroit au monde le plus riche en nombre d'espèces ramenées à la surface. 3 grands gisements, le bassin du Congo, en Afrique, l'Amazonie, ici, en Amérique du Sud, et en Asie, les 2 grandes îles que sont Bornéo d'un côté et la Papouasie de l'autre. Dans nos collections au muséum à Paris, plus de la moitié de tout ce qu'on a vient de ces 3 zones-là. Donc, raison de plus pour essayer de la garder un peu avec nous. Elle part à peu près à la vitesse de la surface de la Grande-Bretagne chaque année. À ce rythme-là, on n'en aura plus en 2100. Voilà, première constatation qu'on fait. Et là, c'est l'équivalent marin, c'est le corail. Tara vient de rentrer là, ils sont à Bayous là aujourd'hui, puis ils vont venir à Bordeaux dans 10 jours. Là. Ils ont séquencé donc toute la partie superficielle de l'océan sur les mers à coraux, Fidji, Nouvelle-Calédonie, Philippines. Ils nous ramènent encore plus de séquences que ce qu'on avait fait entre 2009 et 2013. Eh bien, à 2 degrés, on perd le corail. Et là, on est à 1,4 aujourd'hui. 1,4 ici à Bordeaux. 1,4. Donc il ne reste plus beaucoup de temps. 2 degrés, on perd le corail. Il ne supportera pas une température comme ça. On vient de vous dire que c'est vraiment le milieu le plus riche dans l'océan. Le corail, c'est moins de 1% de toute la surface de l'océan. Et c'est le tiers des espèces connues dans l'océan. Donc 2 écosystèmes qu'il faudrait qu'on garde en priorité. Hein. La forêt tropicale humide et puis le corail. Et puis voilà ce que fait l'humain. Je l'avais montré l'autre jour en fait. Hein. Voilà, ça c'est l'humain. Voilà. Shanghai, la moitié des Français, 35 millions d'habitants. Alors souvent, j'aime bien reprendre les mots de Muriel Fliss quand elle dit « Nous allons vers une période d'intranquillité ». Intranquillité par ces 2 schémas. Celui-ci est sorti il y a 10 jours. Hein, je l'ai pris dans le rapport de la IPBES du 25 septembre 2019. C'est la température mondiale. Alors, on parle du monde. Hein. Souvent, on me dit le climat. Les gens confondent 2 choses. Climat et météo. Ce n'est pas du tout la même chose. Quand on vient me dire, tu sais, en Italie, en 1635, ils ont eu moins 30. Oui, ça c'est de la météo, ça. Mais au niveau mondial, quand ce qui se passe en ce moment-là, 29 degrés à Bordeaux, on n'a pas souvent vu ça, quand même, 29 degrés à Bordeaux à cette époque de l'année. 42 au mois de juillet. On bat le record absolu en France, 44,6, donc dans le Var, à la fin du mois de juillet. Et ce qui me gêne le plus, ce n'est pas la température absolue, c'est que chaque mois qui passe est plus chaud que le précédent. Alors on compare les mois, janvier à décembre, et on regarde ce qui se passe depuis 1840 à peu près. Hein. Et chaque mois qui passe est plus chaud que le précédent, donc ça pose quand même des questions. Et ça en bas, c'est la remontée du niveau de la mer. La mer était restée pendant 5000 ans quasi stable. On ne la voyait pas monter. 1 mm par an. 1 mm par an, c'est très difficile à déceler. La mer est montée de 15 cm au XXe siècle. 15 cm. Et là, en ce moment, elle est à 3,4. Donc elle va 3 fois plus vite qu'il y a 18 ans. Or, 18 ans, c'est rien, hein, quand je vous parle de centaines de millions d'années, bien sûr. Donc, il y a bien une question climatique qu'il faut qu'on regarde de près. Et puis, bon, voilà, ça, c'est ma petite grenouille un peu fétiche. Alors, elle ne vit pas ici, mais elle vit qu'en Patagonie, et elle s'en va. Parce qu'on enlève tous les grands araucarias et puis les lencas, des chênes de 40 mètres de haut, pour mettre à la place des pins et des eucalyptus. Toujours la même chose, c'est la même litanie partout. Elle n'aime pas les pins, les eucalyptus, ma grenouille de Darwin, donc elle s'en va. Et là, c'est le Groenland qui est en train de fondre en ce moment.
Il faisait là, le 14 août 2019, il faisait 17 degrés. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, il se passe des choses sur une période très resserrée. Et on était hier ici à Bordeaux avec Hervé Le Treut, à la chaire Trent, donc à Sciences Po Bordeaux, là. On a beaucoup abordé les questions d'effondrement du vivant et puis de température. Il y a vraiment des choses qui sont très préoccupantes. Alors la réaction elle est claire, hein. C'est pas de désespérer les gens. On me dit ouais, vous êtes des emmerdeurs les scientifiques parce qu'après on a la trouille, c'est pas possible. En plus, on a beaucoup plus peur du climat qui change que du vivant qui s'en va. Alors que pour moi, c'est largement aussi inquiétant le vivant qui s'en va. Alors voilà, c'est ça la biodiversité. Moi qui suis spécialiste de tas de bestioles marines ou terrestres, on s'attend à se montrer une collection de papillons ou des poissons, hein, nos chers poissons migrateurs de la région. Non, mais c'est surtout ça. Aller me faire du fromage, du pain et du vin sans les levures, sans les bactéries, ça n'a pas de sens. Et depuis le départ, nous sommes tous extrêmement associés. Et c'est là que mon discours est très clair quand je montre ça, c'est que l'humain a oublié une chose essentielle, c'est qu'il n'est pas du tout tout seul. Un corps humain, c'est au moins autant de bactéries que de cellules humaines. Et si c'est vrai chez l'humain, c'est vrai chez la lauze aussi, et c'est vrai chez notre saumon et chez nos anguilles. Hein. Regardez. Alors ça, c'est un problème, la vache, puisqu'on en a beaucoup trop sur la Terre. Hein. 1,3 milliard de vaches. Il y a plus de poids de vaches sur la Terre que de poids d'humains. Ce qui veut dire à Franck Courchon, qui est un très bon écologue d'Orsay, il disait récemment, si on continue comme ça à massacrer tous les éléphants, toutes les girafes, toutes les baleines, tous les rhinocéros, demain, le seul gros animal qui va rester, c'est la vache. Ça sera un peu triste quand même, mais j'espère que je ne serai plus là pour voir ça. Donc, ça c'est des travaux très récents qu'on fait en ce moment. Jamais seul, un très beau livre sorti l'an dernier, Marc-André Sellos, où il regarde en fait la biomasse associée à un arbre. Quand vous regardez un arbre, il y en a ici, là, vous voyez ses feuilles, son tronc, vous imaginez bien les racines. C'est loin, ceci, de la masse de tous les microbes qui vont avec. Il y a des mycorhizes, des bactéries, des micro-champignons. On n'est jamais seul. Et l'humain, pareil. Et celui-ci est très beau aussi, sorti un petit peu plus récemment, tous entrelacés. Il nous montre en fait qu'au cours de l'évolution, même le premier être vivant inventé dans le système, il n'était pas tout seul. Il y a toujours des mélanges avec des virus ou des bactéries. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on montre qu'on est en train de tuer ces dialogues-là. Si on touche à nos bactéries intestinales, effet sur Alzheimer, sur l'autisme, sur le diabète de type 2, sur l'obésité. Un obèse n'a pas du tout les mêmes bactéries qu'un type maigre. C'est quand même super intéressant. Et ce dialogue-là est fondamental. 300 maladies nouvelles en France depuis 1940. Si j'enlève les maladies qui sont liées à l'âge, on vit plus longtemps, j'enlève les maladies qui sont liées à l'exposition au soleil, on ne se foutait pas à poil sur une plage en 1940, hein. Il n'y avait pas ces cancers de la peau qu'on a aujourd'hui. Tout est lié soit au changement climatique, soit surtout à un excès d'usage des antibiotiques. Et on vit un drame en France en ce moment, dont le monde politique n'a pas du tout pris la mesure. On va avoir le premier débat à l'Assemblée nationale dans 15 jours, l'antibiorésistance. On utilise beaucoup trop d'antibiotiques, on en bouffe partout. On a séquencé récemment 5 cm de terre sur une porcherie. C'est effroyable. C'est bourré de gènes d'antibiorésistance. Ce qui veut dire que demain, je prends un peu de cette terre, là j'amène à Bordeaux, les gens meurent de maladies qu'on savait très bien traiter il y a une quinzaine d'années. L'excès incroyable, c'est la maladie nosocomiale à l'hôpital. Là, vous allez à l'hôpital, vous êtes un peu malade, et vous ressortez les pieds devant parce que vous avez chopé une bactérie résistante à tout. Et la monoculture de l'agriculture intensive, c'est la même chose. Le vivant n'a jamais fait un champ de blé, de seigle, de maïs ou de tomates. C'est pas... Le vivant mélange toujours tout, tous entrelacés. Et ça marche beaucoup mieux. Le jour où il y a un clash, on trouve la solution, effectivement. Et ça, c'est extrêmement important d'en parler, bien sûr, avec le monde agricole aussi. Nous voulons des coquelicots, voilà. Je dis souvent ça. Alors, c'est pas le but du paysan de faire des coquelicots. Mais quand j'en vois un, ça me dit que tout n'est pas encore pourri. Quand il n'y en a pas du tout pendant 200 km, tout est pourri. Voilà, donc ça c'est le débat actuel, ça c'est les papiers qu'on va partir Nicolas Hulot. On publie ça en mai 2018. 30% des oiseaux communs en moins dans les terrains agricoles. Il nous manque 75% des insectes sur 27 ans. Rappelez, c'est l'histoire du pare-brise qu'on nettoyait, qu'on raconte souvent aux gens. Hein. Et puis même ceux qu'on aime, comme par exemple les lions, les tigres ou les animaux comme ça, on n'est même pas fichu de les garder parce qu'ils s'en vont aussi très vite. Un travail sur les insectes fait par les Australiens récemment qui montre que partout, c'est clair, c'est vraiment la cause, sont vraiment les pesticides. Ces produits s'appellent des biocides, tueurs de vie. Alors je vois pourquoi si ça tue effectivement une peste agricole, ça ferait du bien à des humains ou à nos poissons. Hein. Quand on voit le travail qui avait été fait par Rachel Carson, le printemps silencieux, ou le DDT en 64, c'était
avait flingué toutes les rivières à saumon de l'Est américain. Donc voilà. Alors, que vit-on? Agriculture intensive, on peut changer ça. Ça vient doucement. Hein. Vous savez qu'on va gagner un gros projet ici à Bordeaux, 80 millions d'euros, ça s'appelle VitiREV. C'est la suppression totale des pesticides sur la vigne bordelaise d'ici 5 à 8 ans. L'eau. Je rappelle souvent qu'un bébé humain qui naît, c'est 3 quarts d'eau. 3 quarts d'eau. C'est pas fait pour laver sa bagnole. L'eau, elle est pour s'occuper des poissons dans la rivière. Donc c'est vrai que là, il y a aussi des gaspillages monstrueux. La pêche, pêcher c'est bien, surpêcher c'est stupide. La forêt qui s'en va, on en a parlé, le vivant qui s'en va, et la pollution partout. Ces 6 aspects-là, on peut vraiment les gérer. Si vraiment tout le monde ici est convaincu de ça, se bat pour ça, et travaille dans ce sens-là, c'est gérable. Ce qui est trop tard, c'est le climat. Il fallait s'en occuper avant le climat, en fait. Là, dans la salle, ici, ce soir-là, le CO2 qu'on respire, il y en a dans la salle. Hein. La moitié a plus de 100 ans. Qu'est-ce qu'on paye? Nos ancêtres, il y a 100 ans, qui ont mis du CO2 dans l'atmosphère. Le nôtre que je mets ce soir-là, il est là encore dans 100 ans. Donc ça ne va pas s'arrêter d'un seul coup. Et c'est là qu'avec nos amis climatologues, on explique aux gens, ça va prendre un certain temps. Et les chiffres du papier dont je parlais hier, là, on ne sait pas si ça sera en 2100 ou en 2200, mais vous imaginez, 17 mètres, 25 mètres. Il y a 19 000 ans ici à Bordeaux, les grands glaciers sont venus jusqu'à la Loire, hein, pas jusqu'ici. Il faisait 4 degrés de moins et la mer était 125 mètres plus basse. Elle a remonté, bien sûr, avec la fonte des glaciers. Alors, cette biodiversité elle est en danger parce qu'on pollue partout et on détruit, on surexploite, on dissémine tout partout. Là, notre silure, par exemple, qui nous pose tant de problèmes ici dans la région. Et puis le climat change. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire contre tout ça? Et ça va amener au biomimétisme, justement. Voilà ce qu'on fait des villes aujourd'hui. Puisque le thème, c'était comme la ville ce soir ici. Voilà, vous reconnaîtrez la ville en question. Ils se prétendent les plus grands défenseurs de l'océan sur la planète. Moi, je cherche 20 cm qui ne soient pas bétonnés sur la côte, c'est une vraie question. Là, ils construisent un énorme système ici, comme ça, ici, là, maintenant, là. Jusqu'à 80 mètres de fond ici. Une grosse plateforme avec des immeubles comme ça, partout dessus. 1 milliard par système. Et si vous faites ça, vous gagnez la nationalité monégasque. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a eu ce colloque très intéressant à Paris, au mois d'avril. On a regardé Paris. Comment aujourd'hui réharmoniser Paris avec le vivant, avec la nature et avec le climat. Paris est une ville très menacée parce qu'elle est très très peu arborée. Vous comparez à Berlin par exemple, Berlin c'est une merveille à côté. La Hollande, j'étais en Hollande la semaine dernière, on me dit la Hollande, c'est pas un pays. C'est une grande ville avec plein de verre entre les villes. Eux vont pouvoir se débrouiller contre ces questions. Sauf qu'ils ont un énorme problème, eux, c'est qu'ils sont en dessous du niveau de la mer. Et ça va bien sûr poser quelques questions difficiles. Voilà, donc le retour de la nature en ville, c'est bien connu maintenant, on travaille beaucoup là-dessus. Sauf qu'aujourd'hui en France, on supprime la surface d'un département français tous les 7 ans. Regardez Bordeaux, on aime Bordeaux, on en parlait tout à l'heure. Baladez-vous de Libourne au Cap Ferret. Il n'y a plus de nature. C'est que de la ville tout le temps, 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 tout le temps. Alors qu'il y avait de la bonne terre, bien sûr, agricole et de la terre viticole aussi. Hein. Parce que Bordeaux me dit, on ne fait pas de hauts immeubles. Bah oui, mais le prix à payer dans ce cas-là, c'est que la ville elle va s'étendre, 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 et c'est très compliqué au niveau énergétique aussi. Voilà, bah, le retour du vivant en ville, Mexico City, il y a des écureuils en pleine ville, des aigles qui viennent en pleine ville. Et puis c'est vrai qu'on réharmonise ceci. Un de mes grands ennemis aussi sont les parkings de supermarchés. Ça ne sert absolument à rien. Quand est-ce qu'on fera des trous dedans? Il s'est produit un événement dans l'eau d'ici pas très loin l'an dernier, vous vous souvenez, 33 morts. On m'a dit c'est le changement climatique. On a regardé la pluie qui est tombée en 48 heures, 400 mm. C'est beaucoup, mais c'est connu depuis très longtemps, les épisodes Cévenol. Simplement, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait tout bétonné. Toutes les zones humides avaient disparu. Et l'eau démontait de 1 mètre à l'heure. 13 heures, 13 mètres. 13 mètres, vous voyez où ça se trouve, 13 mètres, là? Ben, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. Et c'est bien les aménagements humains qui ont tout gâché ici. Voilà le retour du vivant en ville. Ça, en plein Paris, ça. Le cimetière du Père-Lachaise est un des hauts lieux de la biodiversité dans Paris. J'attends le retour du loup au cimetière du Père-Lachaise. Je pense que d'ici peut-être 2 ans, ils sont en forêt de Fontainebleau, mes loups, là, ils arrivent. Ça fera du buzz, hein. Après la chanson de Reggiani, les loups de retour dans Paris. Il y a des blaireaux, il y a plein de choses qu'on fait. L'Inde est très particulière, hein. Il n'y a pas de service de voirie, donc l'Inde, effectivement, est très, très sale. Donc, qu'est-ce que mangent les vaches sacrées en Inde? Des sacs en plastique, il n'y a que ça à bouffer. Arrivent les sauvages et les sangliers, ça commence à venir en France aussi. Les singes, les macaques, au mois de mars,
Les cobras, ils viennent bouffer les rats, puisqu'il y a des rats absolument énormes, mais on n'aime pas les rats en Inde. Nettoyez votre ville. Si jamais vous nettoyez, il n'y aura pas de rats, et s'il n'y a pas de rats, les cobras et les vipères de Bruxelles, ils resteront à l'extérieur. Et de temps en temps, moi j'adore ça, en pleine ville, 10 millions d'habitants, la panthère vient pour bouffer un chien, voilà. C'est ça la nouvelle écologie, en fait, dans ces milieux particuliers. Alors ouais, d'accord, effectivement, j'adore manger les chiens, je finis. Sauvage dans ma rue, c'est effectivement l'action, je dirais, de sens participatif qui marche très bien. On a 15 000 personnes avec nous dans Paris, qui regardent un petit peu ce qu'est Paris. Parce que Paris, c'est pas un désert sans vie. Hein. En gros, on connaît 7000 plantes en France aujourd'hui. Il y en a 1000 dans Paris, c'est pas négligeable. Hein. Une plante sur 7 de l'Hexagone vit dans Paris. Donc on regarde comment ça se passe. Donc voilà, le biomimétisme s'inscrit dans le prévoir à long terme. Question de climat, d'accès à l'eau. C'est le livre fondateur de Janine Bénus, qui n'a que 22 ans, c'est pas si vieux que ça, c'est 97. Alors voilà, je vous laisse lire, je ne vais pas répéter. C'est quoi la bio-inspiration? C'est le fait d'aller chercher dans la nature des systèmes, matériaux, procédés, stratégies nouveaux au service de l'humain, moins polluants, moins consommateurs d'énergie, recyclables, plus sûrs, de meilleure qualité et moins chers. On peut rêver. Hein. Quand j'ai comme ça un chef d'entreprise, il me dit ça n'existe pas, ce truc-là. Bah si, c'est la bio-inspiration. Le vivant a toujours fait ça, en fait, depuis toujours. Sinon, il ne serait pas là. Donc là, c'est un tas d'exemples qui ont été lancés sur effectivement l'usage de ce vivant. Un petit collier de pierre qui sait faire de l'eau, une éponge qui fait du béton armé, une diatomée qui fait du verre. On s'inspire du bec du martin pêcheur pour faire des traits rapides. Comme ils font du bruit, on fait une double bio-inspiration. On les recouvre d'un système qui ressemble aux plumes de hibou. Il ne fait pas de bruit. Donc les formes, les mécanismes, les matériaux. Et c'est ça qui nous a permis de lancer donc, le CEBIOS, dont on parlera ce soir. Un des gros aspects du vivant aussi, c'est sa capacité à inventer des choses avec très peu d'énergie. Tout à l'heure, en venant, je suis passé devant la fête foraine, là, qui se trouve avant d'arriver ici. Et je voyais les gens dans le gros truc qui tourne. Alors ça, vous payez 20 €, vous vomissez votre 4 heures, et vous avez encaissé 3 ou 4 G, 5 G maximum. Hein. Elle prend 30 G, ma libelle. Voilà. Tous les exemples qu'on pourrait citer en biomimétisme, il y a plein d'aspects super intéressants. Et juste pour conclure, voilà les avantages du vivant par rapport à nos économies à nous. Le vivant, il innove tout le temps, depuis toujours, pour tout le monde, y compris pour les gilets jaunes. En France, on n'innove pas pour les gilets jaunes, on innove pour les riches. C'est une très grosse différence. La nature ne fait jamais un produit, même hyper toxique, elle ne sait pas dégrader. Un venin de crotale, un venin de cône, elle sait le dégrader. Elle a toujours un acheteur pour ses déchets. La nature ne maximise jamais ni les coûts ni les profits, elle optimise. Et enfin, on l'a vu avec ma libellule, elle fait tout avec très peu d'énergie. Ma libellule, elle vole à 90 km/h avec 2 watts. 2 watts. Voilà, et c'est ma conclusion. Stopper une économie stupide et suicidaire qui consiste effectivement à faire de l'argent en détruisant la nature ou la surexploitant. Et voilà les exemples très récents sortis cette semaine dans les livres que j'ai apportés. C'est des bâtiments bio-inspirés, de cactus, du Grand Régia aux États-Unis. Et voilà les 3 livres sortis ici dans les 3 mois écoulés qui sont en plein là-dessus. Voilà, merci. Il y a à peu près tout mon temps. Merci, c'était parfait, super. Et maintenant, on va laisser la parole à Olivier Schaeffer, maître. Je vais y arriver. Merci beaucoup Gilles Boeuf pour cette magnifique introduction. Exactement. Alors j'avais prévu une présentation en 2 parties. Une partie qui fait un petit peu mal, mais finalement Gilles Boeuf l'a déjà faite, donc c'est parfait. Moi j'allais parler un petit peu de ce phénomène d'hyper-urbanisation qu'on connaît, c'est-à-dire comme le sujet qu'on doit aborder, c'est vraiment la ville bio-inspirée. Avant de parler de ville bio-inspirée, il faudrait savoir d'où on part. Aujourd'hui, d'où est partie la ville, où elle va. Et c'est quelque chose
que je résume peut-être un petit peu dans cette slide-là, pour vous en montrer qu'une seule. L'empreinte écologique des villes, hein, si on considère la ville comme un organisme vivant, comme Patrick Gide par exemple dès 1915, hein, qui voyait la ville comme un animal, eh ben, elle consomme des choses, elle stocke des choses et elle rejette des choses comme un organisme vivant. Pour vous donner une idée, une ville européenne d'1 million d'habitants en 1990 consommait 11 500 tonnes par jour de combustible fossile. Vous voyez combien ça fait de camions de 35 tonnes, hein, je vous laisse faire la division. 320 000 tonnes par jour, hein, d'eau. Voilà. 2000 tonnes par jour de denrées alimentaires. Et elle émettait au passage 25 000 tonnes par jour de CO2, 1600 tonnes par jour de déchets solides, vous voyez ce que je veux dire, 300 000 tonnes par jour d'eau usée. Voilà. Donc on a créé des villes, et l'image derrière est assez parlante, hein, puisque j'ai mis Dubaï avec la Burj Dubaï, la tour qui fait donc 1 km de haut, hein, plus haut du monde. Il faut savoir que cette tour-là, Dubaï a importé 45 700 tonnes de sable d'Australie pour le béton de cette tour. Ça a fait effondrer des plages en Australie, le dragage du sable. Voilà, donc voilà où nous mène en fait une espèce d'hérésie, de folie des grandeurs de l'urbanisme actuel, on pourrait dire, vers des villes-mondes et un système aujourd'hui qui, comme tu l'exprimais très bien, va vers, je dirais, une extinction obligatoire, puisque on va au-delà des ressources disponibles sur la Terre. Ça, c'était déjà la conclusion du rapport du GIEC de 2007. Alors, dans un langage très scientifique, hein, très édulcoré, pour ne pas froisser les politiques, dans le résumé, parce que le résumé, il est quand même validé par les politiques au passage, voilà, on disait, il est probable que si l'évolution du climat, probable, hein, se poursuivait sans intervention, c'est le cas, la capacité d'adaptation des systèmes naturels, la vie sur Terre, la biodiversité, aménagée et humain, ça c'est pour nous, serait dépassée à longue échéance. Bon, à longue échéance, voilà. Bon, la question de l'échéance, on voit, elle se rapproche. Alors, comme c'est le week-end et que on est aussi là pour parler de solutions positives, je vous épargne du coup la totalité de cette partie, ça nous fera gagner du temps, et puis on va travailler un petit peu sur qu'est-ce que peut apporter le biomimétisme dans ce contexte-là. Alors, Gilles l'a très bien expliqué, c'est souvent l'argument utilisé par Kalina Raskin, la directrice du CBIOS, le vivant, ou Janine Bénus, hein, dans son livre, effectivement, éponyme, 3,8 milliards d'années d'évolution qui ont fait que les êtres vivants ont su à chaque fois s'adapter par évolution, sélection, adaptation, coopération, pour être toujours plus adaptés à leur environnement. Nous, on a fait exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on a voulu maîtriser l'environnement, le contrôler, et du coup en créant beaucoup plus d'artificialité que ne le fait la nature. Alors, je passe très vite, et je te remercie pour les exemples, puisque tu les as déjà donnés. On peut approcher la bioinspiration de deux manières. Soit on l'approche avec le même esprit de l'ingénierie technique, en voulant viser la performance. Et ça, c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler la bionique, parce qu'effectivement, à travers plein d'exemples, on voit que la performance du vivant dépasse celle de l'ingénierie classique humaine. Et donc on peut très bien, effectivement, inventer des choses bien plus performantes en s'inspirant du vivant, mais pas forcément plus durables. Et donc la vraie démarche biomimétique, elle consiste à s'inspirer de quelque chose de très profond dans la nature, que j'ai ramené ici, qui est une citation de Janine Bénus. Au plus notre monde humain fonctionnera comme le monde naturel, au plus nous aurons de chances de survivre sur cette planète qui est la nôtre, mais pas uniquement la nôtre. Et effectivement, la question n'est pas d'aller chercher encore le pouillème de performance supplémentaire dans notre technologie salvatrice, soi-disant salvatrice, mais d'aller au contraire essayer d'inventer des solutions qui vont nous reconnecter au cycle de la nature, au cycle de la biosphère, pour nous rendre compatibles, à nouveau compatibles avec le vivant, parce qu'on ne l'est plus compatible. Alors,
Janine Bénus, qui est un peu l'apôtre du biomimétisme, hein, avec son livre de 97, a identifié 6 principes du vivant. Je ne vais pas passer trop de temps dessus parce que j'aimerais vous montrer quelques exemples d'applications aux matériaux, à la ville, aux bâtiments, etc. Et très rapidement, 6 principes qu'on va retrouver dans les stratégies du vivant. Premièrement, alors c'est en anglais, mais je vais vous expliquer un petit peu, le vivant est adapté aux conditions locales. Quand nos aliments en moyenne font 660 km, voilà, vous prenez la région parisienne par exemple, les aliments, la zone d'approvisionnement des aliments, c'est 660 km en moyenne. Le vivant, lui, va chercher ses ressources localement. Il compose avec ce qui est disponible localement et il est réactif aux conditions locales de son environnement. Voilà. Nous, on s'en abstrait totalement. Voilà, Bourj Dubaï, on s'abstrait totalement, on est en plein désert, et on crée une ville à partir de rien, avec du charbon qui vient de Chine pour aller faire tourner des usines de désalinisation pour apporter de l'eau potable en camion-citerne qui roule au pétrole des différents bâtiments. Donc voilà, on marche sur la tête. Et du nucléaire, au passage. Le vivant n'utilise que de la chimie douce. Alors, tout le vivant est composé à partir des schnops, hein, donc les 6 composés les plus répandus dans la nature, et totalement, en fabriquant tout ça à température ambiante, à pression ambiante, hein, pas comme l'acier, le béton, etc., le ciment, etc., comme on le fait nous. Et donc, totalement, une chimie qui se passe totalement dans l'eau, en milieu aquatique, hein, en milieu aqueux, alors que nous, on est là à coup de solvants chimiques, etc. Le vivant est extrêmement, troisième principe, efficace en ressources, qu'elles soient matérielles ou énergétiques. Que ce soit en termes d'énergie, on l'a vu par exemple avec un fonctionnement à température ambiante ou pression ambiante, que ce soit aussi au niveau des matériaux, en travaillant beaucoup plus sur la géométrie à multi-échelle parfois, pour travailler la solidité et la résistance, que sur, comme nous, la quantité de matière, la concentration, la densité de matière. Donc une approche complètement différente. Le vivant, quatrième principe, alors un peu plus évolué, s'auto-organise et s'auto-développe de manière modulaire en se développant. Voilà. Donc on est sur un principe de modularité, de construction modulaire, et donc de déconstruction potentielle également. Et puis, les 2 derniers principes, le vivant évolue en permanence pour survivre, donc il teste en permanence différentes stratégies pour voir celle qui marche, celle qui sera retenue par la nature. On est très loin, là, encore une fois, de la pensée unique, hein, je dirais d'une approche unique, par exemple, de l'ingénierie réductionniste ou déterministe. Et puis le vivant, évidemment, s'adapte, à travers d'ailleurs les 5 propriétés précédentes, s'adapte aux conditions changeantes. Alors il le fait quand elles ne changent pas trop vite. On l'a vu précédemment. Là, il y a une vitesse de changement qui fait qu'il a un petit peu de mal à s'adapter. Alors comment on applique tout ça au domaine de la ville, donc en commençant par les matériaux, les bâtiments, les enveloppes de bâtiments, les quartiers et les villes. Je vais vous donner une série d'exemples pour vous illustrer un petit peu ce qui se réfléchit actuellement et dans les laboratoires, dans les agences d'architecture, etc., avant que Nicolas, après moi, nous montre un exemple très concret d'application dans son métier. Alors ça, c'est un exemple qui est tiré de travaux qui sont menés en Allemagne, très en avance aujourd'hui sur tout ce qui est ingénierie bioéthique, notamment réalisé par Werner Zobeck, alors qui est un grand monsieur de l'ingénierie des bâtiments, structures de bâtiments en particulier, où à Stuttgart, ils ont inventé ce qu'ils appellent le béton fonctionnel à porosité graduelle. Alors c'est un nom très technique, très scientifique, qui s'est inspiré de la structure de l'os. L'os, en fait, votre os du fémur, par exemple, n'est pas plein, il est extrêmement poreux. Vous avez une quantité de vide assez phénoménale dans vos os. Pourtant, un os de fémur, alors bien sûr, c'est un test que je ne conseille pas de faire, mais résisterait en pression, donc en test qui a été fait, à 1 tonne. Donc vous avez un matériel qui à la base est
quand même assez friable, qui est derrière se compose de manière poreuse pour créer un os et qui a une résistance absolument fantastique. Pourquoi ? Parce que la nature a mis la matière exactement sur les lignes de force. C'est-à-dire que le phénotype de l'os est exprimé, a exprimé sa matière aux endroits où il fallait avoir de la matière. Là où on n'en a pas besoin, on n'en met pas. Et ça, c'est vraiment le principe d'économie du vivant, c'est qu'on ne va pas gaspiller. On met la matière juste aux endroits où on en a besoin. Eh bien, Werner Zobeck a pris le même principe pour faire des poutres en béton. Et alors, avec un procédé de fabrication qui permet d'insuffler des poches d'air à des endroits parfaitement déterminés dans une poutre de béton, il est capable de reproduire exactement le même principe. On voit là des poutres qui sont adaptées à une position précise dans un bâtiment. Donc on voit, elles ont deux appuis à droite et à gauche, d'accord ? Et en fait, on voit qu'il y a deux endroits près des appuis où il y a un peu plus de matière. Ça fait comme un pont finalement, hein, comme le tablier d'un pont. Et dans tout le cœur de la poutre, on a de l'air. Et effectivement, c'est un endroit où il n'y a pas besoin de béton. À travers cette innovation-là, on réduit la quantité de béton, donc de ciment, et donc l'impact CO2, etc., sable, etc., dont on parlait tout à l'heure, de moitié. Donc voilà déjà une approche qui est assez intéressante. Autre matériau. Alors le fil de l'araignée, je pense que Gilles Boeuf pourrait en parler 1000 fois mieux que moi, qui est connu pour sa très grande résistance et élasticité. Hein, il est constitué de fibroïne torsadée, très riche en deux matériaux, en alanine, qui a une résistance 3 fois supérieure à l'acier, et en glycine, qui a une élasticité de 31%, quand l'acier n'a une élasticité que de 2%. Et aujourd'hui, vous avez plusieurs laboratoires de recherche, une soixantaine en tout, hein, qui travaillent sur le sujet, donc c'est quand même un sujet assez porteur aujourd'hui, qui sont parvenus à resynthétiser du fil d'araignée pour des applications à la fois textiles, à la fois, je vois le mot qui se lève, ou pour faire, jusqu'à faire d'ailleurs des gilets pare-balles, ce qui nous éloigne aussi un petit peu de la durabilité. Autre projet qui date de 1972, le stade de Munich, le stade olympique de Munich, qui a été réalisé par Frei Otto. Alors Frei Otto, c'était un architecte ingénieur allemand absolument génial, qui est probablement celui qui a le plus étudié les formes et structures naturelles au sein de l'Institut des structures légères, qu'il a fondé en 1964, institut qui a donné naissance aujourd'hui à l'ITKE en Allemagne. Donc cet institut, il a perduré, d'où sont sortis les travaux sur la poutre que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, c'est une longue histoire en Allemagne, hein, depuis les années 60, sur la bio-inspiration pour arriver à inventer des matériaux et des structures. Ici, vous êtes sur un bâtiment, donc une couverture qui fait près de 75 000 mètres carrés sur 58 mâts de métal et qui est totalement inspiré par le principe de la toile araignée qu'on voyait tout à l'heure. En termes de tension, on a totalement minimisé l'emploi de matière pour arriver à ce niveau de couverture, de poids et de matière. Donc on est vraiment dans une logique de dématérialisation de l'architecture, dématérialisation des enveloppes, comment arriver à s'inspirer du vivant pour utiliser le moins de matière possible. Autre exemple. Et il reste 2 minutes. D'accord, je vais essayer d'accélérer. Alors je vais passer celui-là, pourtant il est très bien, il t'aurait plu, c'est une inspiration de l'araignée d'eau, qui est aussi fait en Allemagne. Un exemple assez intéressant, qui lui s'inspire de la pomme de pin. Les écailles extérieures de la pomme de pin, les écailles des pommes de pin, à l'extérieur de ces écailles, sont composées de cellules très longues, assez longilignes, et qui réagissent à l'humidité de l'air ambiant. Alors que les cellules à l'intérieur de la pomme de pin, de l'écaille de pomme de pin, elles sont ne changent pas trop de taille. Ce qui fait que quand l'humidité augmente, la pomme de pin va se fermer, si c'est exact. Quand il fait plus sec, elle va s'ouvrir. Naturellement, sans moteur, sans électronique évidemment, etc. Alors que nous, quand on essaie de faire ça dans les bâtiments, on le fait à forte dose et intensité technologique. Bon, voilà, vous avez Achim Menges qui a, en Allemagne, pareil, toujours à Stuttgart,
qui a reproduit ça à travers deux feuilles de contreplaqué, orientées d'une manière très spécifique, et avec du coup un pavillon de démonstration, où en fonction de l'humidité, les panneaux s'ouvrent ou se ferment sans énergie. Quelques autres exemples, je vais passer celui-là qui est assez connu, qui s'inspire d'une fleur, lui, pour le coup. Un autre exemple sur lequel j'ai travaillé quand j'étais chez XTU, qui est comment arriver à faire finalement de l'écologie industrielle une symbiose, une forme de symbiose. Tu parlais de Marc-André Selos tout à l'heure, mais comment arriver à faire des cultures de microalgues en façade de bâtiments et en travaillant la symbiose thermique entre le bâtiment et les cultures de microalgues pour baisser les consommations énergétiques tant du bâtiment que des cultures de microalgues. Comment aussi récupérer le CO2 d'une chaudière à gaz pour alimenter les microalgues qui produisent elles-mêmes de l'oxygène, etc. On est sur une forme d'association symbiotique, photosynthétique entre des microalgues et un bâtiment. Et là, vous voyez, j'augmente un petit peu les échelles. Ce qui est intéressant, surtout aujourd'hui, et surtout peut-être pour la réflexion qu'on aura tout à l'heure sur Bordeaux, c'est de faire de la bio-inspiration à partir des écosystèmes pour les appliquer à la ville. Vous avez un architecte qui est un petit peu l'architecte, on va dire, un petit peu fondateur de toutes ces démarches de bio-inspiration, qui est Michael Pollan, dont a préfacé le nouvel ouvrage qui est là, avec son agence Exploration d'Architecture, qui très tôt a réfléchi à des bâtiments où, comme dans une forêt primaire, tous les flux seraient en boucle. Par exemple, ce bâtiment, ce projet Möbius, qui hélas n'a pas vu le jour, vous avez dedans une cantine, vous avez un centre d'aquaponie, vous avez un potager, et tous les flux sont travaillés en circularité. Les déchets de l'un servent à l'autre. Chaque fonction exploite les déchets de la précédente. On est dans un écosystème. Et alors d'autres agences, comme ici Mithun aux États-Unis, ont essayé d'appliquer ça à l'échelle d'un quartier entier, en partant du principe, donc c'est à Portland aux États-Unis, en partant du principe d'essayer justement de régénérer les conditions de vie, de se rapprocher des conditions de vie originelles du site. Donc sur ce quartier, ils se sont dit, le quartier, il y a 300 ans, c'était quoi? Il y a 300 ans, c'était une forêt de conifères. Une forêt mixte de conifères avec une biodiversité très, très variée, 90% de taux de couverture d'arbres. C'était donc un lieu où vous aviez derrière un certain nombre de précipitations, comme aujourd'hui, mais avec un très fort stockage de ces précipitations dans les nappes phréatiques et un écoulement vers les rivières. C'est un quartier où la photosynthèse permettait d'exploiter 5% de l'énergie solaire. Partant de là, ils se sont servis de ces caractéristiques comme référence pour essayer d'améliorer les conditions du quartier. Et donc là, ils ont par exemple doublé la couverture végétale, ils ont créé des trames vertes pour rejoindre la rivière et faire des couloirs pour la biodiversité, ils ont mis en place tout un système de récupération des eaux de pluie ou de traitement local des eaux usées, etc. Donc les technologies employées, vous allez me dire, c'est de l'aménagement durable, on a ça un petit peu partout. Donc qu'est-ce qui en fait un projet bien inspiré? Là où c'est bien inspiré, c'est quand on essaye finalement de recréer les conditions de fonctionnement d'un écosystème. Donc on peut mettre en place toutes les solutions qu'ils ont mises, qui sont utilisées ici de manière indifférenciée sur un projet d'aménagement urbain. Là où ça devient intéressant, c'est que vous le faites dans une logique de régénérer un écosystème. Voilà, donc on peut faire ça à l'échelle du territoire, et je conclurai par ces deux slides qui me semblent assez intéressantes. On voit qu'à travers ces différentes approches, on est dans un vrai changement de paradigme en termes de conception architecturale et urbaine. On n'est plus là, en bas à gauche, à essayer de faire un peu moins mal à la planète. On n'est pas non plus au milieu en train d'essayer de faire de l'architecture durable, avec cette notion de durable qui est finalement assez vide de sens, en essayant d'appliquer quelques solutions vertes à droite, à gauche, sur un projet ici ou là. On est vraiment dans une démarche d'essayer de reconcevoir des systèmes humains, des sociétés humaines, des villes, telles que la nature aurait pu les créer elle-même, c'est-à-dire vraiment compatibles avec
la nature compatible avec le vivant. Et ça, c'est un vrai changement de paradigme, et ça se fait, et ça ne peut se faire qu'à toutes ces échelles. C'est-à-dire que c'est là où est l'ambition aussi du biomimétisme. On ne peut pas juste intervenir ici sur un matériau, ici sur une enveloppe, ici sur un bâtiment ou ici sur un schéma d'aménagement urbain. Il faut arriver à faire ce changement de paradigme au niveau global de la conception architecturale et urbaine, en essayant de penser chaque chose à chaque échelle comme compatible avec le vivant, voire régénératif de vivant. Voilà, si ça vous intéresse, j'ai laissé, je ne sais pas si on pourra d'ailleurs diffuser après en PDF les slides, mais un livre de référence de Maverick Petersen-Zary qui est sorti sur le sujet, et puis un certain nombre d'articles de synthèse que j'ai pu écrire. Donc là où c'est intéressant, c'est que derrière vous avez toute la bibliographie, toutes les références que vous pouvez fouiller, et le fameux livre qui vient de sortir cet été, préfacé par Gilles Boeuf, sur biomimétisme et architecture par Michael Collin. Et puis n'oubliez pas, le 22 octobre, si ça vous intéresse, la deuxième partie de la Biomime Expo à la Cité des Sciences de la Villette à Paris. Voilà. Avec plein d'exemples de sociétés, d'architectes, de start-up, d'inventeurs qui avancent sur le sujet. Voilà. 22 minutes, hein, j'ai fait moins bien que Gilles Boeuf, hein, je suis désolé. Merci beaucoup Olivier. On va continuer à explorer les applications du biomimétisme avec Nicolas Vernotello. Alors moi je vais poursuivre la présentation d'applications en architecture, essayer de vous montrer un peu plus que des images de synthèse, de projets construits, mais je vais faire un préalable sur la question de l'interdisciplinarité. Parce que travailler sur une architecture biomimétique, le biomimétisme c'est une méthodologie. Et la notion d'interdisciplinarité, elle est essentielle. S'inspirer du vivant, s'inspirer de la biologie, on ne peut pas se l'inventer soi-même. Donc on a besoin de travailler avec des spécialistes du vivant. Et même dans la biologie c'est un domaine extrêmement vaste. Vous avez des biologistes spécialisés sur le végétal, vous en avez d'autres spécialisés sur les insectes, d'autres spécialisés... Bon, c'est extrêmement vaste. Alors nous, on travaille avec, c'est un petit peu l'originalité de notre fonctionnement, on travaille avec un laboratoire du CNRS qui s'appelle RDP, qui est un laboratoire situé à Lyon et qui est spécialisé sur la reproduction et le développement des plantes, et en particulier ce qu'on appelle la phyllotaxie, qui est une encore sous-discipline de la biologie végétale, qui étudie l'architecture des plantes. Leur organisation et la façon dont dans leur géométrie, elles s'organisent pour optimiser leurs besoins vitaux. C'est un peu une histoire de famille puisque le laboratoire RDP est dirigé par mon frère Théva Vernou, qui est directeur de recherche au CNRS. Et finalement, cette question du biomimétisme, elle est arrivée, cette interdisciplinarité, elle est arrivée par l'échange. Où d'un côté lui me montrait ou me relatait la façon dont les végétaux s'organisent dans la phyllotaxie pour venir capter au mieux la lumière naturelle ou pour venir conserver l'humidité, etc., etc. Et donc comment l'architecture finalement de la plante est un modèle vertueux sur le plan écologique, et de l'autre, moi je parlais des bâtiments et de leur géométrie, mais malheureusement, le bâtiment est un modèle toxique. Donc on s'est posé la question, vous me voyez venir, on s'est posé la question de savoir comment, finalement, est-ce que le bâtiment, l'architecture, pourrait tendre vers le modèle de la plante, puisque lui, sur le plan écologique, il est vertueux. Alors, un premier exemple de recherche, donc je reprends ces images sur la phyllotaxie. L'organisation géométrique des plantes, on le voit surtout sur les plantes grasses, parce qu'elles ont une structuration qui permet de voir leur organisation géométrique. C'était d'ailleurs une slide qui était présentée tout au début.
Donc on voit, ce qui est assez intéressant sur la slide numéro 2, c'est que le schéma dominant dans la plante, c'est l'organisation en spirale. Et la plante s'organise, se structure en formant l'angle d'or. On retrouve les Grecs avec le nombre d'or, c'est assez étonnant, qui est un angle de 137 degrés, c'est-à-dire que chaque feuille va se structurer le long de la tige. On voit sur la première image en haut à gauche les tiges de feuilles qui se développent, et elle va se développer selon un angle de 137 degrés et de façon hélicoïdale dans l'espace. Donc on le voit à différentes échelles. On le voit aussi sur le shoot de Bruxelles, on le voit sur un zoom de méristème d'ananas, on le voit sur une marguerite. Donc le schéma de la phyllotaxie, il est aussi bien sur la plante, son organisation générale, qu'à une échelle moléculaire ou macroscopique. Alors, ce qui nous intéresse dans ce modèle, puisqu'on a parlé de biomimétisme, on a donné des définitions qui sont très complètes. Moi, je vais plutôt vous voir comment finalement on peut identifier un modèle biologique. Là, vous l'avez compris, l'organisation de la plante. L'abstraire, c'est-à-dire essayer d'en faire un modèle géométrique, mathématique, et avoir une application architecturale qui tend vers une optimisation. Évidemment, l'objectif derrière tout ça, dans le biomimétisme, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, à part de Gilles Boeuf ou de Olivier Schaeffer, c'est la visée écologique. Donc le biomimétisme, on tend vers une visée écologique. Là, ce qui est intéressant dans la plante et son organisation en spirale, c'est l'optimisation de la captation de la lumière. Et donc, s'il y a optimisation dans sa géométrie de la captation de la lumière, si on l'applique à des bâtiments, on pourra avoir une optimisation énergétique du bâtiment, puisqu'en captant l'énergie passive du soleil, on arriverait à réduire tout simplement nos consommations énergétiques du bâtiment. Alors on a fait quelques tests et on arrive avec un ensoleillement de 4 heures à optimiser environ 30% de la consommation énergétique du bâtiment. On a travaillé sur ce quartier, c'est une opération qu'on a livrée en 2012, 49 logements, on est à Vitry-sur-Seine, où là on a fait un premier travail qui était un travail analogique, voir comment les bâtiments s'espacer entre eux, se tourner, vous le voyez, par rapport à la course du soleil, c'est-à-dire qu'en général, les bâtiments s'orientent par rapport au gabarit viaire, c'est-à-dire le tracé des rues, et puis vous voyez sur le plan masse comment les bâtiments se sont réorganisés pour suivre la course du soleil. Alors on a poussé plus loin ces recherches, puisque je vous parlais tout à l'heure en termes de méthodologie, de identification d'un modèle biologique, abstraction, puis application. Dans l'abstraction, on a travaillé avec un algorithme qu'on a codé, qui reprend ce principe d'organisation en spirale. Alors je vais vous montrer une petite vidéo, c'est celle-ci, normalement si ça se met en marche, je vais peut-être cliquer dessus, oui, ça se met en marche, on la voit. Donc on a un site qui fait environ 7500 m², et on n'est pas encore sur un projet, mais c'est un outil de projet, c'est-à-dire on se pose la question sur un site comme ça, comment on peut implanter des bâtiments qui dans leur géométrie vont capter au maximum le soleil. Et selon une densité, évidemment, la question derrière ça, elle a été évoquée précédemment, c'est la question de la densité, c'est la question de la ville, comment on construit aujourd'hui la ville sur elle-même, puisque la ville ne pourra pas s'étendre horizontalement comme ça. Donc, cette question de la densité et la question du soleil, vous le voyez, en haut à gauche, on a l'héliodon, mais c'est d'une complexité entre l'angle de 70 degrés en plein été, au solstice d'été, et l'angle de 17 degrés en hiver, et la course circulaire du Soleil, il y a une complexité qui est extrêmement difficile à saisir intellectuellement. Donc on s'aide d'un algorithme qui, lui, va nous permettre de pouvoir calculer avec une densité de 1, en l'occurrence ici, avec un taux maximum d'ensoleillement, va nous donner une implantation de gabarit possible sur ce terrain. Alors ça, l'algorithme, ça nous donne on va dire un ensemble de bâtiments, un ensemble de gabarits, et là-dedans, on va ensuite tailler, faire une distribution vière, sélectionner les modèles qui nous semblent les plus intéressants, et on va passer, vous le voyez en haut à droite, à une maquette d'étude.
où on a commencé à distribuer les bâtiments, à architecturer. Donc là, on commence à rentrer dans le projet, et vous le voyez en bas à droite, un travail sur les matériaux où on aboutit à un projet. Donc vous l'avez compris, ce travail sur le biomimétisme via la phyllotaxie, il est sur les gabarits, sur la volumétrie en amont du projet, qui vont nous permettre de penser des bâtiments qui, de par leur orientation optimale, vont pouvoir bénéficier du soleil et de l'énergie passive du soleil et faire une économie. C'est ce qu'on appellera un bâtiment ultra passif, et faire une économie naturelle, juste par la géométrie, sans remettre en question l'économie, les matériaux, etc. Évidemment, on pourrait aller beaucoup plus loin et repenser aussi le système constructif, etc. Alors je vais en parler un petit peu après, mais c'est pour vous montrer que sans faire de grandes révolutions, sans aller vers des projets, on en a vu quelques-uns qui se projettent, on va dire, avec une forme très, très utopiste, entre guillemets, ou en tout cas qui ne correspondent pas à ce qu'on fait aujourd'hui. Là, on peut arriver à rester avec des modes constructifs tels qu'on les utilise, avec juste une géométrie intelligemment pensée, à une réduction significative de la consommation énergétique. Donc on a une optimisation énergétique. Je passe à un deuxième exemple. Ici, on travaille sur un bâtiment de surélévation, sur un bâtiment de bureau. On est Paris 15e. On rajoute 3 niveaux et on a une problématique de ce bâtiment qui est surexposé sud-ouest. Et on va travailler un filtre. Alors vous voyez, surexposé sud-ouest, vous le devinez, c'est l'image en bas au milieu où vous avez du jaune et du rouge, où cette façade subit des écarts de température très importants et elle a un phénomène de surchauffe en été. Et au contraire, en hiver, on va vouloir, je vous le disais, capter l'énergie passive du soleil. Donc, il s'agirait de mettre en œuvre une double peau qui s'ouvrirait au maximum pour laisser passer le soleil en hiver, sur les 8 mois qui nous intéressent, et au contraire, en été, qui viendrait se refermer pour pouvoir se protéger du soleil, ou même, tout simplement, il y a des nuages, la peau s'ouvre et se referme, donc de façon journalière, on a une ouverture et une fermeture régulière. On s'est inspiré du modèle pour ce faire, on s'est inspiré d'une sorte de double peau brise-soleil, si vous voulez, on s'est inspiré du modèle de la feuille de charme, qui est particulièrement intéressante sur le plan de son déploiement, et qui nous permet de passer d'une surface d'à peu près 10% d'occupation à une occupation maximale, ce qui est optimal. On l'a également couplé avec le modèle de la feuille de palmier, puisque la problématique de cette façade, c'est qu'elle va avoir des contraintes de vent importantes, et donc pour éviter le déchirement, on a travaillé également les toiles avec un système de biseau pour pouvoir échapper aux contraintes de vent trop importantes. Troisième piste de recherche, là c'est un travail sur la structure bois recyclé. C'est un pavillon qu'on a présenté à la Cité des Sciences et de l'Industrie l'année dernière, à Biomime Expo, où on s'est posé la question de savoir comment on pouvait faire une structure à partir de matériaux recyclés de seconde œuvre. D'ailleurs, la contrainte initiale, c'était une demande d'un agriculteur qui voulait faire un hangar à partir d'un lot de bois de seconde œuvre qu'il avait dans son jardin. On connaît tous le système Balloon Frame, qui est le système d'ossature bois qui existe maintenant depuis à peu près 150 ans, où on utilise du bois de gros œuvre. Et comment peut-on faire une structure bois qui va utiliser du bois de seconde œuvre, donc de 20 mm, avec des longueurs de planches variables et en général plutôt sous-dimensionnées, c'est-à-dire plutôt des petites longueurs de planches. Et on s'est inspiré du modèle polygonal, de la cellule polygonale, qui est en fait une structure qu'on retrouve, qui est aussi un archétype. Je parlais tout à l'heure de l'organisation en spirale des plans dans la phyllotaxie, mais là qui est aussi un archétype en termes d'organisation de matière qu'on retrouve à différentes échelles. On le voit en haut à droite,
Quand on regarde une feuille, l'organisation d'une feuille, on a les nervures principales, et entre les nervures, on va retrouver l'organisation en cellules polygonales. On le voit ça ce sont des cellules chlorophylliennes, donc à une autre échelle, macroscopique. On retrouve, Gilles Boeuf tout à l'heure parlait de la libellule et de ses performances, on va le retrouver dans la structuration de l'aile de la libellule, on va retrouver ça dans la structuration également des coraux, on va le retrouver des carapaces de tortues, s'agence de cette façon. Donc c'est une organisation du vivant qui est un modèle dominant. C'est ce qu'on appelle le théorème du nid d'abeille, voilà, qui a été démontré, d'ailleurs identifié par les Grecs déjà il y a 2000 ans, et démontré assez récemment en mathématiques, en 99. Donc le principe, c'est de se dire, dans une organisation de matière, on obtient avec des cellules polygonales une résistance mécanique qui est similaire à un matériau plein et qui nous permet d'avoir une optimisation de matière. Donc là, ce qui est intéressant, c'est l'optimisation de la matière. Olivier Schaeffer a montré tout à l'heure une organisation sur les os, et vous voyez que cette organisation, c'est le modèle dominant, et on obtient 50% de matière d'économie. Donc, j'ai pris le micro pour te dire qu'il reste 2 minutes. Il reste 2 minutes. Donc une structure qu'on a mis au point qui a la même capacité mécanique qu'une structure dite balloon frame, mais avec des planches de seconde œuvre, et donc avec une optimisation de matière qui est de l'ordre de 50%. Voilà. Un autre exemple, là je vais vous amener en Afrique, au sud de Dakar. Là je vais vous parler de ventilation passive. Là on n'est pas sur un modèle biologique, on est sur un modèle, pas sur un modèle biologique végétal, pardon. On est sur un modèle biologique qui est la termitière. Je rends hommage ici à Mike Pierce, qui est ce grand architecte qui a travaillé, qui est un vieux monsieur, qui a travaillé sur la termitière déjà à travers un bâtiment, Hell's Gate Building, au Zimbabwe, où il a créé dans le bâtiment une ventilation naturelle. Ici, pour cette commande, on avait cette chance, puisque c'est une église, de pouvoir travailler dans la typologie de l'édifice sur un clocher, et qui allait nous permettre, vous le voyez en haut à droite, les termitières, en fait, le fonctionnement, ce sont des édicules verticaux avec un effet de cheminée, avec en partie basse des ouvertures que viennent ouvrir les termites, et une circulation de l'air verticale qui permet un rafraîchissement de la termitière et une température constante de l'ordre de 25-30 degrés, alors qu'on peut atteindre en journée du 50 degrés à l'extérieur, et la nuit, on peut descendre beaucoup plus bas. Donc voilà, un fonctionnement, vous voyez un petit peu sur la coupe, avec l'utilisation du clocher comme cheminée de ventilation, et créer une ventilation passive, naturelle, dans les édifices, sans climatiseur, sans ventilateur, ni rien. Je termine sur ce projet où on parlait de la ville, donc j'en reviens à l'échelle de la ville. C'est un projet d'ailleurs qui a en Nouvelle-Aquitaine. Donc je me réancre dans la réalité régionale de Bordeaux. Alors, comment on fait la ville ? Comment elle se construit ? Là, c'est une problématique de quartier biomimétique. Alors, c'est une poche de nature, puisque je vous le disais tout à l'heure, l'enjeu du XXIe siècle, c'est de construire la ville sur elle-même, à travers de la densité. Il y a, dans cet exemple-là, des exemples de poches de verdure à l'intérieur de nappes urbaines, de pavillons, de bâtiments, et la problématique, j'ai un petit peu du mal à l'exprimer parce que finalement on a une problématique client de propriétaires fonciers qui était d'investir les lieux. Et plutôt que de venir raser cette surface, on est sur environ un site de 130 hectares. Et plutôt que de raser, vous voyez, elle est occupée par une forêt d'arbres existants. Et plutôt que de raser cette forêt d'arbres, de raser cette pinède, on a pensé les bâtiments comme une espèce végétale. Mais pas une espèce végétale invasive qui viendrait détruire tout l'écosystème préexistant, mais une espèce végétale qui viendrait en complément des arbres présents sur site. Alors on le voit, le travail, donc on revient sur notre travail d'algorithme qui va se mettre en marche, où en vert on a les arbres qui préexistent, les croix correspondent d'ailleurs aux arbres préexistants sur site,
Et l'algorithme calcule l'implantation des arbres en prenant en compte les arbres existants et l'optimisation de la capture solaire, de la capture de l'énergie passive pour les bâtiments. Et on arrive à un équilibre, grosso modo, où on peut conserver 50% des arbres existants et mettre en place un système urbain, mettre en place des bâtiments qui vont bénéficier de l'énergie passive du soleil, donc qui vont avoir une autonomie et qui viennent donc en complément des arbres existants. Donc vous voyez que c'est une façon de penser l'urbanisme qui n'est pas un urbanisme de carte. On n'est pas sur un système bière où on va créer des épaisseurs et on va avoir un système de distribution. On va penser l'urbanisme plutôt comme un système végétal qui viendrait en complément d'un écosystème qui préexiste et qui vient le compléter et non pas le détruire. Et voilà, j'en termine avec ce dernier exemple. Merci beaucoup Nicolas. Et merci à tous les trois pour ces exposés passionnants et de très grande qualité. Alors maintenant, Guillaume va passer parmi vous pour récolter vos questions et vos post-it. Peut-être je vais faire un petit sondage avant. Est-ce que vous avez beaucoup de questions d'abord à poser ou pas? Alors levez la main peut-être ceux qui ont des questions, parce que s'il y a juste deux mains qui se lèvent, on va peut-être pas s'embêter avec les post-it, on va rentrer directement dans le débat. Comme vous le voyez sur le premier exemple que j'ai montré, quand faire du biomimétisme, c'est pas nécessairement avoir une transformation radicale de la façon de penser un bâtiment. Vous l'avez vu, on peut l'opérer à différentes échelles. Et donc sur le premier exemple, on montrait qu'en conservant les systèmes constructifs existants, donc conserver l'économie de projet, c'était juste une histoire de géométrie. Et avec la géométrie, on pouvait avoir une optimisation, en l'occurrence c'était une optimisation énergétique. Donc oui, on peut le faire, c'est une simple volonté politique, parce que derrière ça, il faut quand même qu'à un moment, un acteur dise oui, il faut tendre vers ce modèle, on a un intérêt à tendre vers ce modèle. Aujourd'hui, l'architecture, elle se fait à coup de labels, et si on n'est pas dans le label HQE++, dans le label BREEAM, ceci, etc., les gens ne travaillent pas dans cette direction. Donc tout le potentiel est là, mais il faut que derrière ça, il y ait une volonté politique pour le faire. Oui, peut-être un petit complément là-dessus. La notion de coût, elle est très importante parce qu'effectivement, c'est un argument qui a été souvent exploité, notamment par la promotion immobilière, pour dire non, c'est trop cher, ça rajoute 15%, 20% de coûts en plus, donc on ne le fait pas. Je pense qu'il y a deux notions assez clés autour de la notion de coût. Premièrement, il ne faut pas tenir compte du coût de l'opération, mais il faut penser tout le cycle de vie du bâtiment. Si on travaille vraiment le coût complet sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, on en parlait tout à l'heure, en aparté avec Gilles, l'Eastgate Center de Mick Pierce au Zimbabwe, effectivement, il a coûté un petit peu plus cher en investissement, mais il n'y a pas de clim. On est au Zimbabwe, il n'y a pas de clim. Voilà. Et donc sur toute la durée de vie du bâtiment, effectivement, il y a une économie qui rembourse largement le surcoût initial. Autre exemple, où là, on a au-delà du cycle de vie, on augmente le périmètre d'analyse du coût d'un bâtiment. Si vous prenez l'exemple du Bullitt Center, c'est un bâtiment assez emblématique à Seattle, parce que c'est le siège du Living Building Challenge. Alors, si ça vous intéresse, toutes ces approches-là, allez voir Living Building Challenge sur Internet. Vous allez voir toute une démarche justement de labellisation qui est peut-être la labellisation la plus exigeante aujourd'hui en termes de bâtiments. Il y a une étude économique qu'on peut trouver sur Internet qui a été faite sur ce bâtiment en tenant compte d'une part du cycle de vie du bâtiment, bien sûr, comme on l'a vu, mais également en intégrant dans le périmètre d'analyse les externalités positives pour la collectivité. À partir du moment où vous faites un bâtiment qui traite localement ses eaux usées, qui récupère l'eau de pluie, donc qui se déconnecte en partie ou qui consomme beaucoup moins d'eau potable du réseau, qui crée par exemple tout un tas d'aménités pour que les employés puissent venir en vélo, etc. Vous avez derrière une économie pour la collectivité qui est juste phénoménale. L'étude l'a chiffré précisément, et je pense qu'en termes de coût, il faut arrêter de se dire ça coûte plus cher, donc on ne le fait pas. Raisonnons sur le cycle de vie, sur des périmètres un petit peu élargis, et là on verra qu'il y a une réelle économie.
Ça pose la question, ça, quand même, du conflit entre le court terme et le long terme, si je ne me trompe pas, et entre l'investissement et le fonctionnement pour les collectivités. Donc C'est ce que j'allais dire, en fait. La question, c'est combien j'investis maintenant pour gagner demain. C'est ce qu'on demande aujourd'hui. Hein. Un tout petit peu de souffrance aujourd'hui pour éviter des très grandes souffrances demain. C'est là qu'il faut qu'on prenne le système. Je prends un exemple tout bête. Hein. Le chlordécone à la Martinique. Ce produit est une horreur, inventé par un Américain fin des années 50. C'est un cyclohexane avec 8 atomes de chlore. Jamais le vivant pourra dégrader ça. Le type qui a inventé ça, il devrait être en tôle pour moi. Hein. Eh bien, ils l'ont fait, il a été interdit rapidement. En France, un préfet, il y a 8 ans, décide à très court terme, pour gagner 5 centimes sur le prix du kilo de banane, de l'utiliser. On a pollué ces îles pour 2 siècles. Voilà. Et là, il faut absolument que tous citoyens ici, on arrête de se préparer à un monde insoutenable par ces gens-là. C'est typiquement ça. Et sur nos histoires, c'est absolument là-dessus qu'on va travailler. Une pompe à chaleur coûte un petit peu plus cher. À l'usage, on va gagner énormément. Parce que là, en fait, je suis entièrement d'accord. Tu as dit une chose très importante tout à l'heure, une question d'échelle. Donc, il va y avoir effectivement les structures, comme on les imagine ici, puis après, la brique elle-même, quel type de béton, quel type de verre, comment on travaille, l'harmonisation du système. C'est tout ça qu'il faut qu'on travaille. Et avec une dernière remarque, c'est qu'aujourd'hui, on est sorti d'énergie, la même pour tous. Demain, on ne chauffera pas Genève comme on chauffe Biarritz, comme on chauffe Lille ou Paris. Donc ça veut dire qu'au niveau énergétique, chaque activité locale est très importante sur le futur de ce qu'on va construire. Par exemple, je ne comprends pas comment une île comme l'île de Saint, vous me direz, elle sera sous l'eau d'ici pas longtemps, on n'en parlera plus. Mais pour l'instant, une hydrolienne à l'île de Saint, on résolvait tout problème énergétique. On amène du charbon à Ouessant, on amène du pétrole à Ouessant, ça paraît inconcevable, quoi. Et c'est là qu'on n'a pas ce recul particulier. Et je finis par les aides de l'État. On le voit sur le productivisme agricole. Hein. On me dit, le bio est trop cher. Attendez, vous savez quelles sont les subventions de l'Europe vers le productivisme en France? 8 milliards d'euros. Et le bio 145 millions. On se fout du monde. Et là, c'est exactement pareil. Même s'il y avait des petites différences de prix au début, c'est là que l'État doit intervenir pour favoriser ce genre de système. Et tout est comme ça, enfin, aujourd'hui. On va prendre une question dans la salle. Alors, soit vous pouvez le lire vous-même si vous voulez. Hein. Alors, je lis. Très bien. Alors, relation de Bordeaux avec la Garonne, changement climatique et tiens, on est sur la question des cours d'eau et des zones humides. Hein, des poissons, d'accord. Alors, je vais vous laisser les lire parce que je ne suis pas sûr de comprendre où est la question en fait. Je vois beaucoup de remarques. Bon, c'est la relation de Bordeaux avec la Garonne qui est important parce que vous avez quand même, avec le changement climatique, un débit de notre Garonne qui est très faible l'été, enfin de plus en plus faible. Hein. Vous avez parlé d'inondations, mais moi je vais parler de sécheresse, qui sont quand même 6 à 7 mois, et qu'on a quand même le bouchon vaseux qui sont de plus en plus remontés, et la marinisation qui est de plus en plus importante. Donc il est vrai que pour les jeunes actuellement qui voient la Garonne comme ça, nous, je dirais les rabiques, quand on est descendu à Bordeaux en 74, vous voyez, c'est pas si vieux pour nous, enfin c'est hier, hein. Mais pour les jeunes, ils n'étaient pas nés, comme ils me disent à chaque fois. Ceci dit, nous avions, l'eau claire, on ne pouvait pas pêcher la lauze puisque l'eau était trop claire. Donc vous voyez, en l'espace de 30 ans, ce qu'on a pu faire. Donc est-ce que vous avez les documents sur que le SMIDES a fait sur le bouchon vaseux? Premier point, parce qu'il y en a quand même 24 pages et en fait c'est quand même intéressant. Donc est-ce que vous avez cette publication-là? Deuxième chose, nous avions quand même, puisqu'on est là près du pont de Pierre, nous avions quand même à la place du ponton de Burguigala 7 pêcheurs qui vendaient la lauze pendant des années et qui en fait faisaient quand même un commerce et faisaient déguster aux Bordelais, je dirais, la lauze. La lauze maintenant est disparue, si l'on peut, elle n'est pas disparue, bien, soyons clairs, elle est en récession. Pourquoi? Alors parce que moi je suis contre les sachants, donc excusez-moi, vous êtes des sachants hors ligne puisque vous êtes en prospective et ce que vous dites c'est ce qu'on disait il y a 60 ans, 40 ans, et qu'on me prenait pour des zinzins. Donc il faut quand même dire les arrogances qu'on a pu supporter quand on défendait le bio en 1960 hein, ou 66. Donc là, pour vous, c'est peut-être déstabilisant, mais vous avez quand même l'opportunité de pouvoir vous exprimer. Ce que nous n'avions pas à notre période, puisqu'on était bloqués par justement les sachants, en disant que l'homme est plus fort que tout le monde et qu'on va dominer la nature et que vous allez voir ce que vous allez voir.
Bon, ils sont bien emmerdés maintenant parce que les grandes écoles, elles sont bloquées avec un mur, puis que maintenant, il faut quand même qu'elles départissent un peu avec les autres qui pensent autrement. On aurait pu quand même, je dirais, ouvrir les réflexions plus tôt, parce qu'on a perdu 20 ans à 30 ans de réflexion ou de mise en place de vos choses, enfin, qui sont intéressantes. Donc, c'est quand même compliqué. Bon, je vais m'arrêter parce qu'il y a d'autres questions. Hein, mais je pense que continuer, mais comment faire pour nous qui sommes dans les organisations de gouvernance quand vous êtes bloqués quand même avec les autres, je dirais, personnes qui sont sur l'ancien système et qui n'arrivent pas à comprendre qu'on peut vivre autrement que de faire de l'augmentation, de l'augmentation, de l'augmentation, alors que si nous arrivons à ce que vous avez préconisé, et ce qu'il faut qu'on préconise, les pollutions, arrêt des pollutions à la source, économie, et la nature, elle prend son rythme normal et on n'a pas lieu de s'emmerder. Merci. On peut applaudir peut-être. Alors moi je vais peut-être, pour transformer ça en une question qui sera aussi en lien avec le thème, est-ce que, moi j'entends dans ce que vous avez dit, on a fait beaucoup de conneries dans le passé, est-ce qu'avec le biomimétisme, on est sûr qu'on n'est pas en train d'en faire une nouvelle? C'est une question peut-être un peu provocante, mais... Sur le bouchon vaseux, vous avez tous les travaux d'Acclimatera. Regardez un peu le gros rapport d'Acclimatera, là, avec des choses dessus. Non, mais ils ont fait des choses. Vous savez, il y a des données, après vous allez les chercher, et vous faites votre synthèse vous-même, ce sera sympa, hein, mais les données existent en tout cas. On a des choses sur l'évolution. Ce qui est clair, où vous avez tout à fait raison, c'est qu'on ne peut plus aujourd'hui imaginer un aménagement sans prévoir l'avenir. Parce qu'on sait que ça change beaucoup plus vite qu'auparavant. On a la baie du Mont-Saint-Michel, par exemple, on travaille beaucoup là-dessus. Alors, ce qui se passe, je prends le cas du nucléaire en ce moment. Il y a 8 réacteurs nucléaires en Belgique. 7 sont arrêtés, parce qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. L'eau, elle est insuffisante, elle est trop chaude. Ça va être demain sur le Rhône pareil. Donc ça veut dire que tous ces projets-là, on aurait dû les penser en transversalité. Mais c'est vrai, vous avez raison là-dessus. Hein. Le problème, c'est qu'on n'a pas souvent dans les... C'est un peu mieux maintenant, mais on a du mal à organiser ça de façon, en fait, non en silo. Chacun travaille en silo, et on se rend compte après que quand on met ça en commun, ben, ça ne marche plus, mais vous avez raison. Hein. C'est pas la fin du monde, je dis souvent, c'est la fin d'un monde. Le manque de chance pour nous, c'est que ce monde, il s'accroche encore. Voilà, donc ça, c'est un problème qu'il faut qu'on arrive à résoudre. Pour nos jeunes, hein, parce que c'est eux qui sont quand même aujourd'hui dans une situation compliquée. Hein. Nous, on a vécu 60 ans, 70 ans, 80 ans. Eux, ils n'en ont que 20. Et je ne sais pas combien de temps ils vont vivre si on continue à travailler comme ça. En bonne santé. Bien sûr, évidemment. Et pour travailler sur la nature refait les choses, oui, vous avez raison. Sauf, on ne peut résilier que si on n'est pas mort. Or, en ce moment, on détruit. Ça veut dire que la résilience, elle vient. Mais si on est mort, il n'y a pas de résilience. Donc je dis, mais gardez des choses en place. Si on détruit tout, un parking de supermarché en bitume, je suis désolé, tant qu'on ne l'aura pas enlevé, ça ne donnera rien du tout. Tout à fait. Et il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que vous dites, c'est, voilà, il y a 30 ans, on avait dit la même chose. Et effectivement, dans les années 70, tous les rapports étaient là. Hein, je veux dire, le rapport Meadows, The Human Bomb, etc. Enfin, tout était là, tout était dit. Voilà. Et effectivement, il y a une logique voilà, d'une société thermo-industrielle, extractiviste, productiviste, qui a pris le dessus. Bon, voilà. Oui, je pense que tous se sont mis autour de la même cause. Voilà. Et vous voyez, j'ai l'impression qu'on fait la même connerie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le bâtiment, quand vous sortez un bâtiment, il doit être RT 2012. La RT 2012, elle a quand même été conçue 10 ans avant 2012. Okay, et on l'applique toujours aujourd'hui. Là, on est en train de réfléchir à la RBR 2020. Hein, alors la RBR 2020, donc la prochaine réglementation qui intègre la notion de carbone, etc., ça fait pareil, ça fait 10 ans qu'on la travaille. Bon, quand elle sortira, voilà, 2020 c'est là, quoi, hein, donc on va commencer à l'appliquer sur des bâtiments, mais elle a déjà 10 ans de retard. Pourquoi est-ce que quand on a aujourd'hui toutes les données scientifiques sur ce que va devenir la planète dans 30 ans, un bâtiment, vous créez un bâtiment, il va rester là pendant un siècle aussi bien. Bon. Pourquoi est-ce qu'on conçoit aujourd'hui des bâtiments sans tenir compte à aucun moment des risques, des conditions dans lesquelles ce bâtiment existera dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans?
Donc là, je veux dire, quand on parlait de surcoût tout à l'heure, alors ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, c'est les assurances qui s'intéressent à ça. Les assurances, et surtout les réassureurs, hein, les Lloyds, les Scores, etc., qui assurent les assurances. Ils commencent à flipper un petit peu, parce que quand on voit effectivement la montée des eaux, les épisodes climatiques extrêmes, etc., et la matière et la manière dont sont construits nos bâtiments, ça colle pas. Hein, et donc le risque, il porte sur les actifs existants, sur le stock existant de nos villes, de nos bâtiments, etc. Un risque absolument énorme, mais on continue comme avant. Voilà. Et pour répondre à ta question, est-ce que le biomimétisme est la solution? Et le biomimétisme, comme le disait Nicolas, c'est une méthodologie. C'est une méthodologie. Voilà. On s'inspire de modèles biologiques, on abstrait des fonctions, des processus, des stratégies, on les essaye de traduire ça dans une ingénierie, dans des solutions, etc. Très bien. Bon. Si on applique ça comme ça, effectivement, en termes de méthodologie, on peut faire du biomimétisme, on peut faire de la bionique, on peut faire une bombe nucléaire peut-être encore plus efficace, on peut faire des insecticides peut-être encore plus efficaces en s'inspirant de la nature. Donc, ce n'est pas la méthodologie qui est importante, c'est la philosophie qui est derrière le biomimétisme. C'est-à-dire vraiment de se dire, ce que j'essayais de dire en conclusion, il faut imaginer des choses qui soient compatibles avec le vivant, voire régénératives de vivant. À partir du moment où on se pose... Vous savez, Vandana Shiva, en Inde, ah bah génial, qui est vraiment, je dirais, l'apôtre de la régénération du vivant, hein, avec le combat qu'elle mène notamment sur les semences, sur la préservation des semences par rapport aux grands semenciers, par rapport aux Monsanto et compagnie. Elle dit, en fait, c'est très simple. Dans votre vie, à chaque fois que vous faites quelque chose, vous devez penser à deux choses. Est-ce que c'est compatible avec le vivant? Et est-ce que c'est compatible avec les êtres humains? Alors, dans une logique de bienveillance, hein, bien sûr. Voilà, c'est tout. Voilà. Si on se posait à chaque fois ces deux questions-là, ben, on n'irait peut-être pas dans le mur comme on le fait aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, s'inspirer du vivant pour le vivant. On va peut-être prendre une question du public. Alors, les abeilles robots sont-elles considérées comme du biomimétisme? Qu'en pensez-vous? Est-ce un biomimétisme qui peut poser problème? On reste sur le même thème. C'est vrai que c'est l'exemple que vous prenez souvent. Alors d'abord, je vais dire une chose, les abeilles robots, elles ne savent pas faire de miel. Voilà, c'est tout. Donc déjà, ça limite sacrément l'intérêt des abeilles robots. Quand on vient me dire, effectivement, moi je trouve ça désastreux et désolant. Les abeilles s'en vont. Alors, comme on m'aime bien, on dit, ben oui, t'as raison Gilles, c'est triste, on va verser une larme. C'est pas grave, je fais des drones. On se fout du monde, on se fout du monde. Au lieu de s'attaquer au problème des abeilles qui s'en vont et de le régler, on va les faire des abeilles robots. Ça n'a pas de sens. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des endroits en Chine où il n'y a plus d'abeilles du tout. Et ce sont les femmes, ce n'est pas des robots, c'est les femmes qui font le boulot des abeilles. Et elles fécondent fleur par fleur. Bien sûr, absolument. Et ça, bien sûr, les économies sont calculées. C'est facile à calculer. Combien je paye cette jeune femme? Je calcule combien de femmes il me faut. Et on me dit, voilà. Et on arrive à des chiffres assez fantastiques pour sauver les abeilles. 200 milliards d'euros par an de boulot à faire en plus que les abeilles faisaient gratos. Alors franchement, les abeilles robots, c'est pas mon truc. En plus, c'est bien un oiseau qui va les bouffer à une séjour, les abeilles robots, vous allez voir ça un petit peu. Il attrapera un petit peu mal au bide, mais non, c'est là que c'est pas sérieux. Juste une parenthèse sur le sujet, je vous conseille un livre fabuleux, une enquête fabuleuse là, qui est sortie cet été, au mois d'août, de Stéphane Foucard, qui est le responsable environnement au monde, qui a sorti un bouquin qui s'appelle « Et le monde devint silencieux », donc en hommage, en référence à Rachel Carson, 1970, Le printemps silencieux. Donc effectivement, elle, c'était sur le DDT. 64. Donc, elle, c'était sur le DDT. Bon, au final, ça a marché 20 ans après. On a mis un petit peu de temps. Et puis, là, Stéphane Foucard fait le bilan des néonicotinoïdes et du lobbying des agrochimistes sur le maintien de ces produits mortifères. Et l'enquête est absolument fabuleuse, effectivement. Il vaut mieux essayer d'arrêter cette mécanique infernale pour préserver les abeilles qui restent, plutôt que d'inventer des drones qui essaieront de faire le boulot à moitié à leur place. Merci. Peut-être une question dans la salle. Alors j'ai une question, moi, ici. Bonjour, René Mattmann, je travaille à Bordeaux Métropole en tant que chargée de mission Nature en Ville. J'ai deux questions. La première, en fait, c'est si je passe donc ce dernier projet ici avec la pinède qui est en partie préservée, et pose pour moi la question de la survie des arbres qui restent en place, parce qu'on sait que une forêt, c'est aussi un écosystème et chaque arbre ou la forêt protège l'arbre individuel.
Donc bon, on sait aussi qu'une pinède plantée, c'est pas une vraie forêt, mais néanmoins, il reste donc cette question de la protection des autres arbres voilà. Donc comment ils vont assurer avec tous les travaux qui vont avoir lieu en fait pour préserver aussi tout le système racinaire et tous les arbres qui devraient rester en place. Et la deuxième question, donc c'était aussi par rapport au dernier exposé, pour l'exposition au soleil. Donc ici à Bordeaux, on sait qu'on va avoir une augmentation de la température avec de plus en plus de canicules. Donc est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est encore dans l'air du temps si on regarde par rapport aux années à venir? Donc on sait donc d'ici 2050, tous les scénarios convergent qu'il y a dans tous les cas une augmentation de la température. Donc je me suis posé ces questions-là. Alors moi, avant de vous répondre, je vais juste faire une toute petite parenthèse sur la question de... On disait déjà ça il y a 40 ans, et aujourd'hui on le répète, on peut aller beaucoup plus loin que ça. Il y a notamment, je vous invite à lire une tome qu'a écrit Dominique Bourg sur l'écologie, qui est merveilleuse. Et lui, il fait toute une analyse de l'histoire de l'écologie qui va remonter jusqu'au XVIIIe siècle. Et on voit notamment qu'au XIXe siècle, il y a énormément de prises de parole sur ces questions. Et donc, ça fait donc 200 ans que ces sujets sont évoqués et qu'ils posent problème. Mais voilà, les choses sont toujours là, sur le tapis, et on va continuer à les répéter s'il le faut. Alors, sur la question plus précisément de ce projet-là, votre première question concernait la conservation des arbres. Il y a une volonté de travailler sur la conservation des arbres, et il y a la question de la captation de la lumière naturelle. C'est-à-dire que finalement ces arbres, cette pinède, alors sur le plan écologique, c'est assez terrible, mais une pinède, ça vaut rien. C'est-à-dire que on a eu un cabinet, un bureau d'études d'écologie, en environnement, pardon, qui a travaillé sur le site et qui nous a dit bilan écologique, 0. Vous pouvez tout raser. Alors, il y avait une petite chenée à un endroit du site qui représentait à peu près 5% du site. Et effectivement, la chenée avait un intérêt, mais tout le reste pouvait être rasé. Voilà le bilan environnemental fait par des écologistes. Hein. Donc, c'est assez catastrophique. Alors, ces arbres, effectivement, nous, on partait du principe que ces arbres sont là, ce sont des organismes vivants, et la question était de se poser comment on conserve cet écosystème et qu'on vient perturber, parce que évidemment, quand on introduit finalement une autre espèce, en l'occurrence des bâtiments, dans un écosystème, il va y avoir une perturbation de cet écosystème. Mais on ne veut pas que ce soit comme une espèce invasive, c'est-à-dire qu'il y ait destruction de l'écosystème préexistant. Et on a utilisé la pinède. Alors là, j'arrive sur votre deuxième question. On a utilisé les arbres pour leur capacité à créer de l'ombre en été, et donc à créer des îlots de fraîcheur, puisqu'une des problématiques aujourd'hui dans la ville, une des problématiques principales, c'est les phénomènes d'îlots de chaleur et de surchauffe. Et peut-être à ne pas confondre avec comment on capte l'énergie passive pour arriver à diminuer la consommation énergétique du bâtiment. Et le fait de pouvoir conserver ces arbres, donc à 50%, vous l'avez compris, en moyenne, hein, va nous permettre, pour les périodes d'hiver ou les périodes de surchauffe, de pouvoir se protéger du soleil. Voilà le double système. Merci beaucoup. Une autre question là. Oui, il y avait une question là-bas, je vais me permettre d'en poser une moi-même. Je trouve qu'on ne parle pas beaucoup de l'humain, en fait, dans tout ça. Est-ce que les sciences sociales, par exemple, peuvent s'inspirer de la nature pour améliorer le fonctionnement de la société? Est-ce que c'est des questions qui se posent? L'aspect organisationnel, en fait, la nature comme source d'inspiration pour notre organisation. Quand vous regardez tout à l'heure, j'ai passé un graphe pour vous montrer les Biocons, les Allemands qui ont tout analysé. Il y a effectivement 2 ou 3 chapitres sur les sciences humaines et sociales. Sur le management d'entreprise, par exemple, sur les régulations de tensions entre des employés au sein d'une entreprise. Le vivant sait faire ça. Comment il gère ses fourmis, par exemple. Ça n'a pas été tellement développé, mais il y a 2 ou 3 chapitres maintenant qui sont partis là-dessus. Oui. Alors ça va de choses très, très banales, hein, sur comment a-t-on besoin d'une hiérarchie, par exemple une reine d'abeilles, est-ce qu'elle est la chef? Ben, je n'en suis pas sûr. C'est la seule qui se reproduit.
Est-ce qu'il faut toujours un chef? On voit bien c'est une distribution des tâches dans les sociétés en fait, de ces bestioles. Hein. Les abeilles, les termites, on en parle souvent. Chez les poissons aussi, choses sont super intéressantes. Oui, je pense qu'il y a certainement des aspects de biomimétisme ça n'a pas encore été très développé, mais qui serait super intéressant à regarder. En droit aussi, en économie aussi, il y a des choses qui sont intéressantes. Tout ce qui est économie circulaire, hein, si vous arrivez au niveau d'une société ou d'une population à éviter justement ces questions de refus des extérieurs, hein, des migrants par exemple, c'est une question intéressante, d'acceptation, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Il y a aussi une chose qui est intéressante au niveau social, c'est que ces populations animales, elles savent réguler leur population. Elles ne sont jamais en surpopulation localement. Nous, on ne sait pas faire ça. Parce que tout à l'heure, quand on parlait de 74 avec Mme Rabic, on était 2 fois moins nombreux en 74. Hein. Donc c'est quand même pas un petit point à mettre de côté. Donc c'est vrai que oui, il y a certainement des choses à aller chercher au niveau social aussi. Après, il y a des choses aussi à aller chercher dans des approches, je dirais, sociologiques, voire philosophiques. C'est-à-dire, il y a pas mal de recherches qui sont faites sur la relation homme-nature, globalement. Donc, cadre dans lequel s'inscrit le biomimétisme. Donc, je pense que là, c'est aussi intéressant d'aller chercher dans cette littérature qui repositionne l'homme différemment, donc comme une espèce parmi les autres, plutôt que comme une surespèce, une méta-espèce dominante. Voilà, ça c'est aussi des approches d'un niveau plus philosophique peut-être. Philosophique et culturel, j'ai l'impression, même on peut employer le mot. Je prends une autre question dans la salle. Il y a beaucoup de mains qui sont levées, on va rêver. Je peux pervenir là? Ok. Une petite question juste sur l'échelle générale, puisque vous avez abordé différents thèmes où on est de l'échelle de la planète, finalement au local, voire au microscopique, avec différents exemples qui étaient parlants. Moi, j'ai envie de dire à mes enfants, quel est le meilleur endroit où il serait le plus efficace pour intervenir? C'est-à-dire qu'on a l'architecte qui intervient à l'échelle d'une rue, à l'échelle d'un lotissement, on a des normes qui interviennent à l'échelle d'un pays, on a des PLU qui interviennent à l'échelle de la ville, on a des COP qui interviennent à l'échelle de la planète. Donc finalement, bien sûr que c'est tout le monde qui doit intervenir à différentes échelles, mais à quel endroit on est le plus pertinent? Moi, je ne pense pas qu'il y ait une réponse a priori la même partout. Ça va dépendre vraiment de votre question, de votre problème. Quand Jacques Weber était encore là, qui a été un des meilleurs penseurs là-dessus, il ne parlait pas de global ou de local, il parlait de glocal en fait. Ce qui veut dire qu'effectivement, moi je préside une réserve naturelle. Je prends un exemple dans les Pyrénées orientales. C'est une forêt, on n'y a pas touché, on n'a pas coupé un arbre depuis 1860. C'est le plus haut lieu en Europe de nombre d'espèces ramenées à la surface. Eh bien, malgré la protection qu'on y a mis, je perds ma forêt. Je perds ma forêt à cause du climat qui change. La canicule 2003 a fait un mal terrible. Les sécheresses répétées depuis 2006. Et en ce moment, c'est les 15 000 poids lourds qui passent au col du Pertus, à 20 km de la forêt, qui amènent de l'ozone dessus. Donc vous voyez, je peux localement, parce que je sais faire des choses effectivement avec les gens localement, défendre comme je peux ce site particulier, mais je ne me préoccupe pas au niveau global de participation à ces grands systèmes, je ne serai pas totalement efficace. C'est compliqué, hein. En tout cas, ce qui est très clair, c'est que si je veux amener avec moi des gens, ça se fait au niveau local, ça c'est clair, je le vois très bien. Quand j'ai réussi à persuader des gens, par exemple, je prends le cas d'un papillon, dans la haute vallée de la Durance, je leur dis, voilà, ce papillon, il vit que chez vous, personne ne l'a au monde en dehors de vous. Et ben, je vous garantis que si un type se bat avec un filet à papillon dans la vallée maintenant, il ne va pas survivre très longtemps. Parce que les gens se sont emparés. J'étais avec un préfet de Bretagne avant-hier, il me disait, mais pourquoi je vais protéger l'escargot de Quimper, Elona quimperiana? Ben, je dis, c'est parce qu'il est à vous. Persuadez tous les gens qui sont là que c'est votre escargot, il ne se bouge pas, hein, mais il est sympa comme tout, l'escargot de Quimper. Hein. Et vous verrez qu'il y aura une prise de conscience où les gens iront jusqu'au bout. Et ça, en plus, ça permet de développer les sciences participatives, où les gens vont venir, amener de la donnée avec les chercheurs, et puis nous dire, voilà, si le député du coin, après, il va sécher la mare, ça ne marchera pas. Donc vous voyez que l'aspect local, il est absolument essentiel, mais il faut de temps en temps, effectivement, s'ouvrir un petit peu aussi à des actions un petit peu plus générales, comme celles qu'on voit aujourd'hui, par exemple, avec les jeunes. Hein. Mais c'est important, le local est très important. On se pose tous la même question. Donc ma question, elle concernait la consommation énergétique. Parce que je voudrais savoir si le biomimétisme
offre des solutions qui sont autres que des solutions marginales concernant le fonctionnement des infrastructures, des habitations et des transports, parce que actuellement c'est ce qui est le plus gourmand et c'est ce qui ne cesse d'augmenter. Je crois qu'il y avait une première réponse, oui, qui concernait, j'ai donné quelques chiffres, je vais les répéter, où je parlais de cette première opération où on travaillait sur le modèle de la philotaxie en consommation énergétique. On a travaillé sur des simulations thermiques et en consommation énergétique. Avec 4 heures d'ensoleillement direct, on arrive à 30% d'économie d'énergie concrète sur le bâtiment, c'est-à-dire le poste chauffage descend de 30%, ce qui est extrêmement important. Donc la bioinspiration nous permet d'arriver à ce type d'optimisation. On pourrait aller plus loin puisqu'on sait qu'avec une orientation et une captation de 8 heures de soleil, on peut descendre jusqu'à 70%, j'entends avec les systèmes constructifs tels qu'ils se font aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez un système constructif, des isolants plus importants, on peut atteindre le 100% en termes d'autonomie énergétique. Mais il y a la problématique, comme je l'expliquais, de densité. C'est-à-dire que quand vous voulez construire la ville sur elle-même, quand vous êtes sur une problématique de densité sur une parcelle, vous êtes obligé de faire des arbitrages. C'est pour ça que les projets que je vous présentais étaient à chaque fois des projets qui développaient une problématique en particulier. Et là, sur la consommation énergétique, on arrivait pour une densité de 1 à 4 heures d'exposition directe. Donc 30% d'économie. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Donc après, vous l'avez compris, il y a des arbitrages, c'est un ensemble. Oui, c'est vrai que le biomimétisme permet de résoudre un certain nombre de problèmes énergétiques à toutes les échelles. On l'a vu sur les matériaux, donc sur l'énergie grise, l'énergie qui est utilisée pour produire de la matière, pour produire des équipements, des composants, etc. Déjà en dématérialisant, en allégeant les structures, etc. Donc déjà là, il y a... Parce que, je veux dire, ça répond à... Aujourd'hui, le focus sur le débat énergétique, il est essentiellement sur les consommations énergétiques durant la durée de vie des bâtiments, par exemple. Ou bien sur la consommation énergétique des véhicules actuels. Ça oblitère complètement le débat de l'énergie grise. Si aujourd'hui vous souhaitez remplacer le parc automobile thermique entièrement par un parc automobile électrique, vous n'aurez pas assez de terres rares. Voilà. Et sur 44 millions de véhicules, comment on va les voilà. Il n'y aura pas assez de métal, pas assez de terres rares. Donc, je veux dire, ça sera pour qui ces véhicules électriques? Pour les plus riches. Bon. Donc, la question de l'énergie, aujourd'hui, elle est clé. Effectivement, le biomimétisme apporte un certain nombre de réflexions et parfois de solutions sur sa dématérialisation, optimisation des flux. Le vivant, c'est surtout la notion de la collaboration et du partage. Donc, je veux dire, voilà, autopartage, par exemple. Moi, j'ai pas de bagnole depuis 10 ans. Bon, bah voilà, bah je loue de temps en temps quand il faut, je prends une Cities, je prends un truc, je prends un machin, et surtout mon vélo. Donc, il y a des solutions, et je pense que la nature nous en montre pas mal. Et je rajouterais même, je crois que sur le transport, sur les avions, vous savez, on a une nouvelle génération d'ailes d'avion qui est légèrement retroussée, qui s'inspire chez les aigles, les grands rapaces, de la forme de leurs ailes. Et alors, ce chiffre-là, je ne l'ai pas vérifié, mais a priori, on a une optimisation en termes de consommation. On a 10% de consommation en moins pour les avions. 5-8, hein. Bon, voilà. Mais ça, par exemple, le vivant, en fait tout avec des consommations d'énergie qui nous paraissent ridicules, en fait. Il vole à des vitesses incroyables. Alors maintenant, votre question, je la comprends mieux dans le sens où, est-ce qu'on peut tirer parti de ça, nous, pour effectivement, dans ce qu'on construit, gagner quelque chose? Je pense que oui. Des bâtiments aujourd'hui qui sont totalement neutres, ça veut dire qu'ils ne consomment aucune énergie extérieure et qui en produisent, on sait faire. On sait faire. Hein. Dans les matériaux... Bon, il y a quelques exemples qui tournent aujourd'hui. Hein. Pour le transport, c'est plus compliqué. Mais je pense que, oui, ça devrait amener pas mal de choses. Mais c'est vrai qu'il faut changer pas mal de mentalité. Ce qui est très gênant, si vous voulez, aujourd'hui, pour répondre à votre question, c'est que c'est toujours tout ou rien dans le système actuel. Noir ou blanc. On dit aux gens, plus de diesel, c'est fini, parce que c'est sale. Tout en électrique. Je ne suis pas convaincu du tout que ce soit la solution. Alors comment on va le faire? Moi, je comprends quelqu'un qui n'est pas très riche. Qu'est-ce que j'achète comme véhicule aujourd'hui? Sur les éoliennes, on me dit, ouais, les éoliennes, ça tue des oiseaux et des chauves-souris. Il y a eu plein de rapports qui ont été faits, donc on ne veut plus d'éoliennes. Bon.
Moi, j'attends qu'on me fasse un vrai bilan sur le coût biodiversité du nucléaire. Alors, on va le faire, mais on tient compte que de l'emprise de sol de la centrale. Donc, c'est ridicule. Le nucléaire n'a aucun impact sur la biodiversité. Bon, et vos déchets, je dis, comment vous regardez un petit peu? C'est tout ça qu'il faut qu'on regarde. Sur le principe, je pense que oui, mais il y a vraiment, je pense, des gros efforts à faire dans ce domaine-là, effectivement, pour aller dans le sens de ce que vous dites, que ça ne consomme pas plus, ça devrait consommer moins quand même, parce que le vivant est incroyablement économe d'énergie. Parce que s'il en met trop, ça ne marche pas le système, en fait. Et au cours de l'évolution, ce qu'il faut dire aussi aux gens souvent, parce qu'on donne des choses merveilleuses, hein, le vivant n'est pas parfait, hein, pas du tout parfait. Il reste des marges d'évolution encore. Hein. Je prends souvent l'exemple, moi, du hockey. Chez l'humain, on a le hockey parce qu'on a un air qui innerve le diaphragme, qui a un parcours débile. Ça veut dire qu'il passe par là, et quand il se bloque, on a le hockey. C'est loin d'être parfait, c'est parce qu'on vient d'une évolution. Chez les poissons, au début, c'était un petit fil qui allait, en fait, du cerveau au branchies. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup à gagner comme ça, à ce niveau-là. Donc, le vivant n'est pas parfait, mais il est génial quand même. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est super polis. Bonjour, je commence. Du coup, merci. Merci aux trois intervenants pour vos exposés. J'ai deux questions. La première concerne la notion d'effondrement qui est de plus en plus présente dans les différents médias et c'est un sujet qui pouvait ou qui peut encore être un peu risible, hein, parce que souvent quand on dit effondrement, on pense à genre Walking Dead ou des choses comme ça, mais globalement c'est de plus en plus sérieux et documenté, et comme vous l'avez bien montré, on peut très bien voir quand est-ce que les courbes se croisent, quoi. Donc je voulais savoir par rapport à ça, peut-être plus Gilles Boeuf, vous qui êtes au contact avec les sphères intellectuelles et politiques, est-ce que c'est quelque chose qui est évoqué et comment? Et deuxième question, peut-être plus pour messieurs qui êtes sur du technique. Par rapport au biomimétisme, est-ce que c'est forcément quelque chose qui se fait justement grâce à une technologie très fine et des algorithmes et des choses comme ça, ou, vous avez un peu en partie répondu parce que vous avez parlé plus d'une philosophie, d'une façon de voir les choses, mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus s'il est possible de faire de biomimétisme sans forcément avoir une technicité très fine comme vous pouvez l'avoir? Voilà, merci. Il nous reste 10 minutes, donc pour essayer de satisfaire tout le monde, je vous invite à répondre de manière succincte. Sur l'effondrement, on a eu deux débats très récents. Servigne était à Bordeaux il y a 15 jours à Darwin, et nous on était au ground control, lui n'était pas là, mais son école était là. J'étais avec Gemène, on était avec Jean Jouzel et puis Valérie Masson-Delmotte. Bon, moi je ne suis pas un collapsologue. D'abord, j'ai horreur de ce terme, parce que pour un scientifique, ça veut dire quoi? Ce qui est clair que si on ne fait rien, on va au collapse. Je suis d'accord avec ça. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Je suis professeur des universités. Je passe mon temps devant des gamins entre 20 et 23. Je n'ai pas envie de leur dire que c'est foutu. Ça veut dire qu'il faut se battre aujourd'hui pour que ce collapse-là ne se produise pas. Donc qu'est-ce qu'on fait là ensemble? Le biomimétisme peut y participer. Parce que ce probable, là, il est inquiétant, effectivement. Mais, comme dit Edgar Morin, il y a eu des tas de fois dans l'histoire de l'humanité où le probable ne s'est pas produit. Alors faisons tout pour qu'il ne se produise pas. Et pour ça, il faut qu'on change. Voilà pourquoi je ne suis pas un adepte du tout de la collapsologie. Ça inquiète les jeunes pour pas grand-chose. Alors sur les questions techniques d'ingénierie, vous l'avez vu, la présentation d'Olivier Schaeffer, présenter des pavillons qui ont été faits à Stuttgart, où il y a une technologie effectivement très avancée. Les Allemands sont très forts là-dessus et sont très en avance. Ils travaillent sur des algorithmes, ils ont des machines à 5 axes, des robots qui produisent toutes sortes de choses. Ce qu'on essayait quand même de montrer là, à travers par exemple le biomime pavillon, c'est qu'on pouvait travailler sur des échelles un petit peu low-tech en fait. Donc effectivement, le premier exemple où on travaille sur un algorithme, à part le travail, on va dire informatique, de modélisation sur un algorithme, tout le reste du processus finalement est low-tech, puisqu'on a dit qu'in fine c'était de la géométrie tout simplement. Le travail sur le biomime pavillon avec le bois, il y a une histoire de recyclage derrière ça. Donc c'est comment on va chercher finalement des planches de bois, de recyclage, de seconde œuvre, qui vont nous permettre de refabriquer une structure qui aura une capacité équivalente aux structures telles qu'on les fait aujourd'hui et qui elles, débitent les arbres pour le coup. Et dans l'exemple de la ventilation passive, il n'y a aucune ingénierie quelque part. Il y a l'identification d'un modèle biologique
Et la transposition, pour le coup, la phase d'abstraction, vous voyez, elle est assez sommaire, puisque c'est le principe de la cheminée de ventilation qu'on a identifié d'ailleurs par ailleurs. Par exemple, je pense à ces tours d'Iran, qui sont ces fameuses tours qui permettent aux villes de se rafraîchir. Donc c'est un système qu'on a déjà intégré depuis, qui est séculaire, donc dans l'architecture vernaculaire. Donc il y a aussi beaucoup de bon sens, et ça rejoint, je pense, tout le courant de l'architecture bioclimatique, sur la question de l'éco-conception. Pour moi, tout ça, c'est une même famille, et le biomimétisme ne doit pas être associé à du high-tech. On a énormément de solutions en low-tech, et c'est ce que nous, notre cabinet, on essaye de défendre. Ma question était plus par rapport à... Donc là, vous avez présenté pas mal d'exemples qui viennent un peu de zéro, qui sont des constructions en partant de zéro. Est-ce que une résilience de la ville, d'une ville comme Bordeaux, elle est possible en faisant juste de la rénovation, on va dire, ou est-ce qu'il va falloir à un moment détruire pour reconstruire? Oui, ça c'est une excellente question, effectivement, parce que, je veux dire, le neuf dans le parc immobilier, c'est 1% par an, hein, par rapport au parc immobilier. Donc quand vous créez du neuf, des bâtiments neufs, il faudrait un siècle pour changer tous les bâtiments existants. Donc ça, on n'a pas le temps de faire ça. Donc la question de la rénovation, elle est fondamentale. Et la question... et je vous invite à lire, franchement, ce bouquin là-dessus. Enfin, ce bouquin, c'est Regenerative Urban Design. C'est la question du design régénératif. Donc finalement, comment, à partir de villes existantes, réintroduire des processus et des cycles naturels positifs. Le cycle de l'eau, la végétation, évapotranspiration, le cycle du carbone, etc. Donc, je pense que la démarche qu'il faut avoir, c'est presque une démarche de hacking de la ville. C'est-à-dire réintroduire le vivant dans la ville. Ça veut dire, par exemple, je ne sais pas, pousser une liste écologique au municipal à éliminer une place de parking sur 3 dans la rue pour planter un arbre. Bon, c'est con, mais l'impact sur la ville de Bordeaux, il serait énorme. Il serait énorme. On est une ville, à part les îlots de Bordeaux, les îlots sur cours, hein, on est une ville extrêmement minéralisée. Avec, même si heureusement la ville n'est pas très haute, des îlots de chaleur qui peuvent se créer de manière assez intense. Bon, donc voilà, ça peut être des solutions très simples, hein, très low-tech. Voilà, on condamne une place de voiture sur 3, on met un peu plus de voitures en autopartage, et on fait un bac pour un arbre. Alors le problème d'un arbre en ville, c'est que sa durée de vie moyenne, c'est 30 ans. Voilà. Voilà. Et puis si on plante que la même espèce, il suffit qu'il y ait une petite bête qui passe et tout est KO. Bon, voilà. Il faut penser ça de manière avec des trames vertes, avec des réseaux souterrains pour les mycorhizes. J'en ai des plantes en 2003, 15 000 morts à Paris en 2003, la canicule. Au Jardin des Plantes, on met un thermomètre, et après je vais embêter les copains de l'école normale supérieure, je vais mettre un thermomètre à la rue d'Ulm. Il y avait 8 degrés d'écart, 8, sans arbre. Ça passe ou ça casse. Un truc tout simple à faire, on repart en blanc, on gagne 3 degrés. Pas de noir, pas de marron foncé, pas de gris foncé. Comment ils font nos collègues latins quand vous allez voir les Grecs, hein, toujours en blanc. Et puis moi je rajouterais que, au-delà des solutions NBS, hein, c'est-à-dire réintroduire la nature en ville, etc., le biomimétisme va plus loin, et le biomimétisme, c'est la possibilité d'inventer de nouvelles solutions. Et c'est pour ça que moi, sans hésitation, je réponds pas, on n'a pas le temps de détruire la ville. Non, non, on conserve la ville, on va la transformer, et le biomimétisme va nous permettre d'innover et de trouver des solutions. Et c'est pour ça que j'ai fait une parenthèse tout à l'heure sur la question de l'interdisciplinarité, c'est-à-dire qu'à un moment, comme l'évoquait Gilles Boeuf, il va falloir arrêter de travailler en silo. Et ça, c'est important, parce que travailler en silo, mais c'est ça qui aujourd'hui sclérose. Et arriver à fabriquer de l'interdisciplinarité, arriver à faire parler un biologiste avec un architecte, c'est essentiel, et ça nous amène à des solutions innovantes qu'on n'avait pas imaginées et qui vont nous permettre d'engendrer des mutations. Et ça, on en a besoin. Chaque silo croit qu'il est plus malin que l'à côté. Si nous bossons ensemble, on fera des gros progrès finalement. Écologie, architecture, c'est essentiel. Plus écologie, biologie. D'autres questions ? Bonsoir à tous. Moi, je voulais parler un petit peu, quand on parle de biomimétisme, on parle interdisciplinarité, pardon.
on parle de beaucoup de choses, en fait, de mettre en lien des biologistes avec des physiciens, avec des architectes, etc. Comment on fait en fait venir ça dans un secteur du bâtiment qui est majoritairement dominé par les PME et les TPE qui n'ont en général pas forcément... tout à l'heure on a abordé la question du coût, là c'est pas vraiment la question du coût, c'est plutôt la question de la compétence. Comment on l'amène vers ces petites et moyennes entreprises qui font en fait eux la rénovation et la construction de tous ces bâtiments. Merci. Oui, c'est une très bonne question parce qu'effectivement elle est fondamentale. On est dans une culture vraiment en silo, avec des silos effectivement qui se trouvent toujours plus malins que celui d'à côté, comme disait Gilles. Je vais vous donner un exemple concret en fait. Quand j'ai développé le système des biofaçades chez XTU, c'était un projet de recherche à la base qui aujourd'hui trouve des applications. Enfin, il y a un bâtiment qui va sortir à Paris avec une biofaçade. On a réussi à rassembler dans un même consortium un laboratoire de biotechnologie marine, un algoculteur, un façadier, une entreprise de façade, séché environnement sur l'environnement, un cabinet d'architecture, plusieurs BET techniques. Et pour tous ces gens-là, c'était la première fois qu'ils collaboraient ensemble. Alors, à part les archis et les BE, hein, bien sûr, et le façadier, mais il y avait vraiment un pool bâtiment, un pool société d'environnement, de valorisation des déchets, de traitement des déchets, etc., et un pool biotechnologie marine. Et avec, en plus, une autre difficulté qui était que vous aviez des gens du monde académique, des gens plutôt PME, start-up, etc., la culture de l'archi au milieu, et puis des BE techniques. Et en fait, ça a très bien marché. Ce qui est très étonnant, c'est que à partir du moment où l'ensemble de ces partenaires ont partagé l'ambition et la vision du projet, ben, ils ont mis leur ego de côté, ils ont mis leur silo de côté, ils sont sortis de leur silo, ils ont travaillé ensemble. Mais je pense que c'est aujourd'hui ça qui peut être vraiment motivant, c'est si on arrive, par rapport aux enjeux dont on a parlé, par rapport à une vision, une démarche qu'on met en place, qui peut être la bio-inspiration ou d'autres choses, de se dire, ok, on fait tomber les murs, on travaille ensemble. Voilà. Par le projet, je pense que les murs peuvent tomber. Il faut trouver le langage commun. Quelquefois, c'est très compliqué. On ne trouve pas, quelquefois. Entre sciences humaines et sociales et physiciens, c'est pas de la tarte. Hein. Donc, je regarde ça. Et deuxièmement, il faut un profond respect de l'autre. Donc, il faut sur une démarche volontaire. Je ne peux pas obliger des gens à bosser ensemble. Moi, je dirigeais des labos partout, des grosses institutions, 2000 personnes. S'ils n'ont pas envie de bosser ensemble, c'est même pas la peine d'essayer. Alors que si vous allez les voir, si vous trouvez 10%, c'est largement suffisant. Hein. On avancera beaucoup, très très vite. Il faut vraiment une démarche intellectuelle de chacun. J'ai envie d'y aller. Et puis, je ne suis pas plus malin, mais je ne suis pas plus gros non plus que celui d'à côté. Ça, c'est vachement important aussi par rapport aux physiciens ou autre chose. Et puis, on restitue de façon collective. Et ça, c'est super porteur, ça, effectivement. Je ne sais pas, Nicolas, si tu veux te prononcer là-dessus. Sinon, je passe à Main pour la dernière question. Non, je disais ce qui allait finalement réunir tout le monde, on le sait, c'est la visée écologique, c'est la nécessité. Et aujourd'hui, on tend tous vers ce projet-là. Et c'est pour ça que tout le monde va se mettre à se parler, parce qu'on a la même visée, et c'est essentiel. Merci. Donc, dernière question, je pense, et puis après, sinon, on pourra parler de manière informelle pour libérer les premiers qui le souhaitent. Bonsoir. Je voulais parler avec vous rapidement des déchets, de ce mot et de ce que ça veut dire. Le biomimétisme, c'est aussi le fonctionnement en boucle, donc ça exclut un peu ce concept finalement, puisqu'on va réutiliser sur le principe, peut-être pas sur les applications, effectivement. Et je voulais vous demander si vous avez des exemples dans la nature d'espèces, végétaux, d'animaux qui produisent ce qu'on pourrait appeler un déchet, au sens de ce que nous on fait, c'est-à-dire des choses dont personne ne veut, globalement. Voilà. Est-ce que vous avez des exemples de ça, ou est-ce que c'est propre à l'homme, à l'humain? En fait, c'est pas concevable. Il ne peut pas y avoir dans la nature un système pérenne qui fait qu'on produit un déchet pour lequel on n'a pas un acheteur. Il y aura toujours un acheteur. Ça peut prendre un certain temps, ça peut être dans la chaîne trophique très compliqué, avec 2 ou 3 effectivement compartiments, mais ça se produira toujours là-dessus. Sinon, ça n'aurait pas pu apparaître. Alors par contre, ce qui est clair, je disais tout à l'heure, c'est que le vivant, c'est produire des poisons extrêmement violents, mais ils peuvent aussi, bien sûr, à terme, il y aura toujours un acheteur pour ces déchets. Regardez les scarabées, par exemple, sur les vaches, les Australiens amènent des vaches,
Il faut amener les scarabées, parce que tant qu'il n'y a pas de scarabées en Australie, on ne peut pas élever de vaches, parce que sinon on marche dans la bouche de vache en permanence. Ce qui est clair, par contre, sur cette question, c'est intéressant sur le plancton. On a beaucoup travaillé là-dessus. Le plancton, à 80%, c'est de l'entraide, c'est du mutualisme, du commensalisme, de la symbiose. Sauf quelques cas. Les diatomées sont antisociales. Hein, quand il y a beaucoup de diatomées, qu'est-ce qu'elles font? Allez, je me fais un super poison dans le milieu qui flingue tout sauf les diatomées. Il y a quelques cas comme ça. Mais tu imagines bien que ça ne peut pas être généralisé partout. Si c'était comme ça depuis le début, ça ne marcherait pas. Mais ça peut arriver quelquefois, effectivement, des situations. Les diatomées, quand elles sont mélangées à niveau correct avec les autres, pas de problème. Mais dès le moment où elles trouvent que les autres sont un peu trop envahissants, elles produisent ces substances qui éliminent les autres. Ça existe. Par contre, le produit à terme sera dégradé par le système vivant. Il y aura des bactéries, il n'y aura pas de problème, quoi, bien sûr. Oui, moi je voudrais rajouter sur la question de la circularité et l'économie circulaire. Évidemment, le biomimétisme travaille sur l'économie circulaire, puisque le vivant travaille sur des boucles, travaille sur des cycles. Donc on peut faire un projet biomimétique en travaillant uniquement sur un système de boucles et de circularité dans un système. Et en apparence, dans sa forme, il n'aura rien de biomimétique, mais dans son fonctionnement, il sera biomimétique. Donc vous voyez, le biomimétisme, une fois de plus, c'est une méthodologie qu'on va appliquer à différents concepts. Et ça rejoint la question de l'éco-conception, la question de la conception bioclimatique, la question de l'économie circulaire. Tout ça, c'est une grande famille dans laquelle le biomimétisme ne se distingue pas, mais adhère en tant que méthodologie et peut investir tous ces champs. Et ce bouquin en particulier traite de ça. Sur l'approche écosystémique du territoire. On travaille uniquement finalement sur les flux et les boucles dans une approche d'aménagement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à nos 3 intervenants qui ont répondu à la plupart des questions, je l'espère. Sinon, je vous invite ensuite à peut-être venir les voir directement s'ils ont encore quelques minutes à vous accorder. Merci d'avoir été présents ce soir. La conférence a été filmée, vous pourrez la retrouver sur le site de l'Agence régionale de biodiversité ainsi que les autres conférences du cycle de conférences. Il y en a encore d'autres à suivre jusqu'au 7 novembre, si je ne dis pas de bêtises. Et sur le sujet du biomimétisme, si vous voulez plus d'informations, on vous invite à aller regarder le site du CEBIOS, le Centre européen d'excellence en biomimétisme de Senlis, et à aller à Biomimexpo le 22 octobre où nous serons quasiment tous, je crois. Voilà. Merci encore à tous et très bonne soirée.